Ils prennent cette boîte, ils savent l'allumer en 2 secondes, et puis on entend, nous, qui sera le héros de ton histoire? Tu sais, c'est Suzanne ou Gaston. Voilà, c'est ça. Où ton histoire va-t-elle se passer? Dans un château. Attends, je l'ai entendu, un million. Ils kiffent leur race. Bah écoute, je suis ravie. J'ai je ne sais combien de parents qui sont venus me voir en disant qu'ils trouvaient ça génial et qu'ils l'utilisaient tous les jours avec leur enfant. Et grâce à vous, j'ai le moral, mais genre au top depuis 5 ans, quoi. Intuitivement, je me suis dit, mon projet de diplôme sera mon projet de vie. Et c'était intuitif, c'est-à-dire que je ne l'explique même pas. Il fallait que j'invente quelque chose que j'allais réaliser dans la vie et que ça soit quelque chose de grand. Et j'avais cette idée en tête. On avait le prototype en main, on rentre dans le magasin, on va voir la vendeuse. Elle nous a donné le contact, le directeur des achats a répondu à notre mail dans les 10 minutes. Coup de cœur pour le projet. C'est quand même n'importe quoi. Je veux dire, quand tu te regardes avec tes 3 potes de 16 ans et que vous vous regardez et vous dites, putain, les mecs, on fait quand même 12 millions de chiffre d'affaires. Vous regardez et vous dire, mais c'est quand même vraiment... Non, mais c'est lunaire. Le conflit, il est génial parce que soit il te fait grandir parce que ok, t'as remis en question ce que tu pensais et donc du coup t'en ressors grandi, bah soit t'as appuyé tes arguments et t'es arrivé à la vision que tu voulais, donc engueulez-vous. T'as pas le temps de juste mais moi je suis le champion. Être oisif, quoi. Ouais. Tu vois, rien faire, mais pas rien faire en mode léthargique. C'est pas être léthargique, c'est pouvoir se poser au bout d'un moment et juste laisser son esprit un peu vagabonder. J'allais dire je déteste, non, mais ça me fait peur. J'ai une hantise de bien ça. Bien sûr, ça déclenche l'ennui. Ouais. Mais parce que l'ennui c'est la première étape. Ils sont 3, non, les Ghostbusters? Avec Sigourney Weaver, c'est toi, en fait. Tu veux te servir de... L'image est là, mais c'est fantastique. Sortez le démon en moi. Qui est le maître des clés? Putain, ça y est, on part en sucette. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Alors c'est parti, je suis donc avec Maëlle Chassard. Salut Maëlle. Salut. Je suis ravi de t'avoir sur Génération Do It Yourself. Moi aussi je suis ravi. Mais c'est pas ça. Non, pas exactement. Alors j'ai été très très surpris parce que tu es venu ici il y a 1 mois, quelque chose comme ça, chez Cosa Vostra, ouais, pour enregistrer un autre podcast avec mon associé Laurent, un podcast qui s'appelle Le Panier, que je recommande à tout le monde, qui est un podcast sur le e-commerce. Ouais. Un super épisode, paraît-il, et que je n'ai pas écouté parce que je voulais pas... Honte à toi. Ouais, je vais l'écouter après, pour comparer évidemment, voir à quel point mon associé est meilleur que moi, malheureusement. Je l'ai pas écouté parce que je voulais pas trop polluer tu vois, tout ça. Mais j'ai été très surpris pour une raison très simple, c'est que on va parler de la boîte à histoire, qui est un truc qui est rentré dans ma vie il y a 1 an, enfin, principalement dans la vie de mes enfants, mais du coup tu le vois, c'est un objet que tu as inventé. Oui. Et pour moi, tu vois, il y avait même pas il était inconcevable, il y avait même pas de moyen que ce soit une petite meuf de 30 ans, t'as? Ouais, 30 ans. 30 ans qui a inventé ce truc-là. Une petite meuf. Mais non, mais c'était pas possible en fait. En fait, que ce soit fallait une femme... que ça soit une maman de 45 ans. Mais bien sûr, évidemment. Évidemment, c'était même pas... C'est tellement cliché. Mais bien sûr, mais complètement, j'assume complètement ce cliché, mais c'était... Tu vois, je t'ai vu débarquer, je me suis dit... C'est sa stagiaire, je sais pas, tu vois. Et en fait, non. Mais tu vois, il y avait... c'est pareil, c'est complètement débile, mais ça me... je suis très contente de casser certaines images. Voilà, je pense inconcevable, quoi, littéralement. Donc voilà. Donc je suis très contente de surprendre. Très bien. Moi aussi. Alors, ma question traditionnelle pour commencer, Maëlle, ma chère Maëlle, je vais te demander, petite meuf, excuse-moi, de te présenter. Bah ouais, du coup, je m'appelle Maëlle, j'ai 30 ans et en fait, nous sommes ça date il y a 6 ans. J'ai imaginé l'Uni, donc qui est une fabrique à histoire pour les enfants de 3 à 8 ans, pendant mon cursus à Strat, qui est une école de design. En fait, il s'avère que ma fabrique à histoire est mon projet de fin d'études et j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire. Et à la suite de ce mémoire, en fait, j'ai observé que aujourd'hui, l'imaginaire et la créativité des enfants étaient bridés à cause de trop d'écrans, principalement trop d'écrans, mais en fait trop d'images tout de suite, pas assez d'oisiveté, pas assez d'ennui, plein de choses, mais
Le constat principal était les écrans. C'est un constat qui m'a alarmée. Et du coup, j'ai voulu proposer un objet qui soit pas en dehors du temps et contre la technologie, mais qui les éloigne quand même des écrans et qui développe leur imaginaire. Et pop, il y a eu l'idée de ma fabrique à histoire. Voilà. Boum, la boîte. Et boum. Mais tu vois, c'est ça en fait. C'est exactement ça qui est assez fou. C'est que tu trouves, comment tu peux découvrir que l'écran est un problème quand t'es pas une maman? C'est quand même un truc qui est très frappant. Et c'était aussi très tôt parce que on parle de quoi, 2013, 2014, 2013. Ouais. Donc l'iPad était quand même encore tout nouveau. Ouais. Il y avait pas encore cette, tu vois. Non, et c'est pour ça qu'on est arrivé au bon moment. Mais oui, non, le tout à l'écran, je pense qu'il y a un côté éducation. Moi, j'ai eu des parents et une famille il fallait que j'aille jouer dehors. Je pouvais pas rester plus de temps devant la télé ou devant l'ordinateur, donc ça fait partie de moi. Mais aussi pendant que j'ai fait mes études, en fait, j'ai fait une section design interaction, et en fait tous les designers beaucoup de designers choisissaient de faire des interfaces sur des écrans. Et moi, en fait, avec mes quelques camarades avec qui j'ai fait mes études, on n'aimait pas ça du tout. Et du coup, on a décidé de prendre le contre-pied et à chaque projet, faire une interface, mais qui soit pas sur un écran. Voilà. Et c'est exactement ça, la boîte à histoire. C'est une interface qui est pas sur un écran. Tout à fait. Donc pour raconter ma vision de la boîte à histoire, tu vas me dire si de toute façon c'est la mienne, donc elle est bonne, mais elle est potentiellement différente de celle de beaucoup d'autres. Hein, mais c'est donc cette petite boîte qui est turquoise et orange, avec des boutons orange, finalement qui convient aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles, même si les petits garçons ont le droit d'aimer le rose, mais en l'occurrence, il se trouve que mes petits garçons, moi, ils préfèrent le bleu, par exemple, ou le jaune, en l'occurrence, mon petit Eli. Et ils prennent cette boîte, ils savent l'allumer en 2 secondes, comme un iPad d'ailleurs, hein. Et puis ils appuient sur 2-3 boutons. Je sais même pas trop comment ils font. Je pense que je découvrirai assez facilement quand même. Faut peut-être pas être un fucking genius. Hein. Et puis on entend qui sera le héros de ton histoire? Tu sais Suzanne. C'est Suzanne ou Gaston. Voilà, c'est ça. C'est pas ta voix, hein. Dommage. Non. Donc voilà. Où ton histoire va-t-elle se passer? Dans un château. Attends, je l'ai entendu 1 million. C'est quoi? À la plage. Voilà. Et puis après, il y a d'autres possibilités. Donc en fait, ils vont concevoir cette histoire. Donc tu vas voir Gaston ou Suzanne qui va faire une histoire à la plage, qui va choisir, je sais pas quoi, il va se passer avec une étoile de mer, etc. Puis à la fin, t'as une histoire avec Gaston à la plage et l'histoire de l'étoile de mer et tout ce qui se passe autour. Exactement. Et ils kiffent leur race. Écoute, je suis ravie. Et voilà. Donc ça, c'est la base. Ouais. C'est un peu cette sorte de d'onboarding de basique de la boîte à histoire. Et derrière, tu peux acheter des tas d'autres choses pour leur mettre des tas d'autres histoires. C'est ça? Exactement. Le but, c'était pas de faire un objet qui va durer 1 mois ou 2 dans les mains de l'enfant, c'était qu'il grandisse avec l'enfant. Et donc du coup, c'était de proposer des albums qui correspondent à ses goûts et à son âge en fonction de comment il grandit. Donc s'il l'a à partir de 3 ans, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir avoir du contenu jusqu'à ses 8 ans. Et du contenu très riche, puisqu'on a autant des histoires classiques, donc juste des histoires audio. On a aussi des histoires interactives où l'enfant va intervenir aussi pendant l'histoire, il va faire des choix. D'accord. On a de l'apprentissage de langue, on a de l'éveil au personnage historique, on a des comptines, on a du contenu en partenariat et du contenu original, et tout ça en fait c'était pour que ça nourrisse l'enfant, puisqu'on a une ligne éditoriale qui veut enrichir le vocabulaire, développer l'imaginaire, attiser la curiosité et le sens critique. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on veut mettre dans nos histoires. Bientôt, tu auras des podcasts. Choisis ton invité de Génération Do It Yourself. Tout est possible. Maëlle Chassard. Non, trop chiante. Ok. Et tu vas pouvoir faire des maths et tout. Alors, t'as plein de trucs. Enfin, l'univers des possibles est juste... on peut faire ce qu'on veut. En fait, c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'on n'a pas de limite. Donc oui, et c'est marrant que tu parles de ça, puisque moi, toute petite, j'ai appris à faire des maths via des chansons. D'accord. Donc j'ai appris mes tables de multiplication en chansons avec les cassettes audio que tu mettais dans mon magnétophone. J'ai appris comme ça. Donc oui, on pourrait. Connu ça, toi. Et ouais. Ouais. Donc oui, on peut faire plein de choses. Il y a pas de limite, puisqu'en fait on parle d'histoire et de contenu. Donc juste une bibliothèque infinie, quoi. Ce qui est fou, c'est l'émotion. Enfin, on en a parlé. On s'est brièvement croisés quand t'es venu donc la dernière fois avec Laurent
et t'as toujours ce truc. Il y a Tim aussi, Tim Levert ici. Enfin, figure-toi que hier soir j'étais chez October, qui est une boîte qui fait des qui s'appelait auparavant Lendix, mais faut pas le dire parce qu'ils veulent oublier cette marque, mais qui fait des prêts, et j'ai invité Olivier Goua sur ce podcast. Olivier qui nous écoute souvent, donc je t'embrasse Olivier si tu écoutes tout ça, et puis t'as toute ta famille parce que souvent t'écoutes en voiture en retour de week-end, je le sais. Salut Olivier. Et j'étais à sa soirée des 5 ans, Oktoberfest, c'est 5 ans. Je parle avec quelqu'un qui écoute le podcast assez souvent et je lui dis ah bah oui, demain je tourne avec Maël de la boîte à histoire. Et là se retourne quelqu'un d'autre qui dit oh la boîte à histoire j'adore. Et là je me dis mais ça c'est ta vie en fait quoi, parce que il y a une sorte d'émotion de ouf autour de ce produit, de ce projet, non? Ouais. Oui. Tu peux dire ouais, hein, tu sais. Non, je saurais l'expliquer. Ce que je peux dire, c'est que c'est fantastique parce que c'est quelque chose qui nous nourrit au quotidien, d'avoir tout cet amour et à chaque fois, c'est des yeux comme ça. Ah, mais c'est trop bien. C'est la semaine dernière, j'étais en train de pitcher et après le pitch, j'ai je ne sais combien de parents qui sont venus me voir en disant qu'ils trouvaient ça génial et qu'ils l'utilisaient tous les jours avec leur enfant et moi je suis là avec un énorme sourire mais vraiment, grâce à vous, j'ai le moral mais genre au top depuis 5 ans quoi. C'est trop cool. Et ouais, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et parce que en fait, on a réussi à déjà c'est un produit de l'enfance, donc forcément c'est quelque chose d'un peu merveilleux. Les histoires, c'est universel. Ouais, le martinet, c'est pas merveilleux, hein, tu sais. Il y a des produits de l'enfance qui sont... Non, mais on va éviter de parler du... Je sais pas d'où ça m'est venu. J'ai jamais eu de papa, maman. Je sais que vous n'avez jamais utilisé de martinet. Les histoires, c'est universel, donc ça plaît à tout le monde. Et puis, on a réussi à faire un objet, en fait, qui fait partie du quotidien des familles. Ouais. Et en fait, quand tu y réfléchis, il y en a pas beaucoup des objets qui font partie de ton quotidien. Il y a ton smartphone, il y a ton téléphone, il y a les appareils que tu utilises pour te faire ton café, voilà. Ouais. Mais après, t'en as pas beaucoup. Et nous, on a réussi à s'insérer dans le quotidien des familles, et c'est pour ça en fait que c'est aussi fort. Oui, et puis en plus, peut-être qu'ils ont pas abusé encore totalement, mais tu vois, tu peux assez facilement te dire qu'ils utilisent la boîte à histoire 2 heures par jour, on s'en fout en fait. Tu vois, il y a pas trop de non. Tu vois. Il y a pas d'effet nocif puisque l'enfant écoute des. Moi, quand j'étais petite, je passais mon temps dans ma chambre à écouter des histoires audio et à jouer. Et je faisais que ça. Mais tu sais que finalement, je le fais aussi beaucoup via le smartphone, du Spotify, des choses comme ça. Mais c'est différent parce que c'est pas, il manque un peu ce côté self-serve, c'est-à-dire que la problématique, c'est quand tu files un iPad à un enfant ou un téléphone, en fait, il va pas forcément que aller sur il est tenté. sur Deezer ou sur il va aller se balader, puis à un moment il va venir, il dit je crois que cette vidéo n'est pas pour moi. Ah non, cette vidéo, je te confirme, n'est pas pour toi. Exactement. Et en effet, c'est compliqué. Revenons un peu. Alors c'est quand même un succès phénoménal. Hein. Je la vois faire. Ça non, phénoménal, c'est un bien grand mot, mais on est content. T'es qu'à 10% de ce que tu veux faire, mais on parle quand même de chiffre d'affaires en dizaines de millions d'euros, hein. Oui, c'est ce qu'on va faire cette année. Ouais. Donc c'est pas dégueu en soi. Non. Avant d'aller sur tout ça et d'essayer de comprendre comment comment vous avez fait croître tout ça, on va revenir si tu veux bien au tout début. Oui. Tu es parisienne toi, Maëlle? J'ai grandi à Fontainebleau, mais oui, je suis revenue à Paris pour mes études. D'accord. Et donc tu fais des études de design. Quand tu rentres là-dedans, en effet, design, on voit forcément quasiment du dessin en fait. Bon, toi, tu te projetais dans quoi? Je me projetais dans faire je voulais faire des choses qui n'existent pas pour résoudre des problèmes qui existent et pas résoudre, juste pas créer le besoin, ou c'était vraiment mettre du sens dans ce que je fais. Donc je me projetais pas sur quelque chose de précis, mais je voulais forcément mettre du sens et de l'excitation dans quelque chose qui n'existe pas, et c'était tout ce que je voulais faire. Après, quand je suis rentrée, quand j'avais 18 ans, j'avais cette notion du design où c'était forcément faire un bel objet, et j'ai eu un mentor qui est aujourd'hui le directeur de Strat, qui s'appelle Dominique Siama, qui m'a suivi pendant mes 5 ans d'études, qui en fait m'a totalement retourné la tête et cassé tous les codes que je pouvais avoir de
pendant mon adolescence et mon enfance, et à me dire que tout était possible justement. Et c'est là où j'ai eu la révélation de me dire mais c'est sûr, c'est ce métier que je veux faire. C'est inventer des choses qui n'existent pas pour résoudre des problèmes qui existent. C'est parfaite formulation. Voilà. D'accord, mais alors inventer des choses qui n'existent pas, ça pourrait être Waze ou Uber en fait. Ça aurait pu être ça. Il s'avère que moi j'y suis allée avec ma sensibilité, et ma sensibilité se porte beaucoup sur l'imaginaire, et voilà, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, dans la lune, et donc forcément au bout d'un moment je me suis orientée vers des choses beaucoup plus lyriques. D'accord. Ouais. Et pourtant en backstage c'est pas super lyrique. Je veux dire, j'imagine que créer une boîte à histoire telle qu'elle est, c'est quand même très très concret quoi. Et ouais, très concret, et pas être trop dans la lune quoi. Non, et c'est génial parce que moi je suis quelqu'un qui aime faire, je suis tout le temps dans l'action. En fait, j'ai beau être dans la lune, j'aime aussi quand les choses au bout d'un moment elles se concrétisent. Il faut pas que ça reste dans ma tête trop longtemps. Et c'est pour ça qu'en fait l'aventure entrepreneuriale était juste faite pour moi, puisque il faut avoir des idées, puis après il faut les concrétiser. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors comment ça se passe? Tu fais ce projet de fin d'études, t'en as fait d'autres avant, tu t'es jamais dit, enfin pas de fin d'études, mais avant la fin des études, tu t'es jamais dit ça c'est à chaque projet t'avais envie de sauter, tu t'es dit ça va être le truc, je vais le lancer, ou celui-là était quand même Si, en fait intuitivement, quand je suis rentrée à Stratz ma première année, donc je savais que j'allais avoir un projet de diplôme, je me suis dit mon projet de diplôme sera mon projet de vie. Et c'était intuitif, c'est-à-dire que je ne l'explique même pas. Il fallait que j'invente quelque chose que j'allais réaliser dans la vie, et que ça soit quelque chose de grand, et voilà, j'ai des grandes ambitions, donc j'avais cette idée en tête, quoi qu'il arrive. Et par contre, pour l'anecdote, j'ai eu un autre projet en 4e année à Strat, dans le cadre d'un concours qui s'appelle Art Sciences, qui mélangeait des étudiants ingénieurs et designers. Et en fait, avec mon associée Sandra, qui n'est plus mon associée aujourd'hui, qui gère le projet toute seule, mais on a imaginé un projet qui s'appelle Glowy, qui est un projet de bioluminescence, et elle en a fait un projet entrepreneurial. Donc comme quoi, il y avait quand même une veine de concrétiser quand même les projets au bout d'un moment. Je t'ai pas interrompu, je le fais souvent, mais j'essaie de me soigner. Glowy, projet de bioluminescence. Oui, d'accord, ouais. J'ai rien compris. Merci. Tu m'expliques? Ah oui, donc c'est simple. C'est un projet. Merci, c'est assez simple. Après, j'ai rien compris. En fait, il fait mal. La bioluminescence, c'est la capacité naturelle qu'ont certains organismes vivants à s'éclairer naturellement, comme les lucioles, comme certains champignons, comme certaines méduses, beaucoup de poissons, des abysses, les fées, bien sûr. Et en fait, c'est d'utiliser ces bactéries, la faculté de ces bactéries à s'éclairer naturellement, pour faire des nouveaux produits. Alors ça peut être aujourd'hui, Glowy est sur de la relaxation, de la méditation, avec des espaces pour se relaxer avec de la lumière très naturelle. Donc tu vois, c'est pas du tout agressif. Hein, c'est vraiment, ça permet au corps de se mettre dans un état vraiment de relaxation. Et petit à petit, l'idée c'est de le faire évoluer, pourquoi pas en signalétique ou en éclairage alternatif, qui pourrait permettre de remplacer certains endroits où il y a de l'éclairage électrique. Voilà. D'accord. Okay. Donc, mais ça, c'était un projet d'étudiant à la base. Ce sont des produits. L'idée, c'est d'utiliser la bioluminescence pour en faire des objets du quotidien. Exactement. Voilà. Ok. Ouais. Très bien. Ouais, c'est un peu les petites étoiles que tu mets dans ta chambre quand t'es petit aussi. C'est ça. Ok. Ouais. Mais là, ça sera avec des organismes vivants. D'accord. Donc ça, de Glowy, tu l'as pas monté. Toi, t'étais pas dedans. Tu n'es pas actionnaire. Tu es pas. J'étais au début du projet. Puis en fait, comme l'Uni me prenait beaucoup de mon temps, je me suis retirée puisque j'étais pas du tout dans l'opérationnel, et que Sandra gère ça très très bien. Donc, d'accord. Ouais. Et l'Uni, donc LUN avec 2 I. Ouais. Ça commence comment dans un projet de fin d'études? Parce qu'on voit on matérialise tout ça par une boîte, oui. Cette petite box dont je parlais tout à l'heure, cette petite boîte à histoire, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Ça commence comment dans ta tête ou dans le processus de création? Tu veux dire quand j'ai l'idée? Ouais.
Tout le monde me pose cette question et je suis incapable de te dire exactement ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai eu l'idée. Je sais que j'étais en brainstorming avec un ami. Comme quoi ça peut servir. Et en fait, de fil en aiguille, on discutait et d'un coup, je l'ai regardé avec des énormes yeux et j'ai dessiné quelque chose et voilà, c'est sorti comme ça en fait. Je pense à posteriori que j'ai été influencée forcément beaucoup par mon enfance, donc le fait d'écouter beaucoup d'histoires audio, ça m'est venu. Et après, au niveau du look, je suis une grande fan des objets des années 70. Et aussi, durant toutes mes études, j'ai essayé de faire des interfaces qui soient le plus intuitives possible et le plus simples. Donc, il était hors de question de mettre 36 000 boutons avec 36 000 fonctionnalités. C'est d'aller à l'essentiel. Donc, une fois que j'ai eu l'idée de base, je me suis juste posé comme question, qu'est-ce qu'il faut comme bouton essentiel à l'interface? Et voilà, ça a donné... Ça, c'est des choses qu'on t'apprend à Strat quand même, non? De pas mettre 36 000 boutons pour 36 000 fonctionnalités ou même... Ça dépend. En fait, ça va dépendre de ton projet et de ce que tu veux faire avec, et du but de la problématique. Oui, en tout cas, si on t'apprend à pas faire de fioritures, ça, c'est sûr. Un designer ne doit pas faire des fioritures, c'est clair. Mais surtout là, quand t'es sur un objet qui va à la destination d'enfants, je veux dire, on va oublier quand même le mode d'emploi. Enfin, je veux dire, généralement, une boîte à histoire, tu la donnes et puis ils regardent, ils la triturent et puis en environ 4 secondes 32 centièmes, ils ont compris exactement comment ça fonctionnait, quoi. Bah, c'était le but. C'était vraiment, il n'y a pas besoin de mode d'emploi, tu le prends et tu comprends direct comment ça marche. Ouais. Et donc, tu le dessines. Un projet de fin d'études, c'est quoi? Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 semaines, 2 jours? Non, alors tu commences par l'écriture du mémoire à la rentrée, tu le rends vers février il me semble, et puis de février jusqu'à t'as 3 mois pour faire ton projet avec une maquette, de démonstration, une vidéo quand il faut, et après tu le présentes devant un jury. Donc oui, tu dois être sur 9 mois, mais dans la réalisation du projet, ça doit être 3 mois je pense, 3-4 mois. Et donc au bout de 9 mois, t'accouches de cette boîte qui fonctionne, toi? C'était une boîte de démonstration, c'est-à-dire qu'elle n'était pas fonctionnelle, mais elle montrait le principe, et puis j'avais fait une vidéo à côté avec des effets spéciaux pour montrer comment ça marchait. D'accord. Et en fait, oui, effectivement, après il a fallu faire les prototypes fonctionnels pour les faire tester auprès des enfants, voir si ça marchait bien dans leurs mains, s'ils y trouvaient de l'intérêt, s'ils aimaient ça. Donc oui, tout de suite après, en fait, on est parti en prototypage fonctionnel. Donc là, avec de l'électronique à l'intérieur. Et c'est là où mes associés sont arrivés avec leurs doigts magiques pour créer tout ça, parce que moi, aucune compétence en électronique. Alors on va parler de cette association assez rapidement, mais avant ça, tu disais que donc dès la première année, tu es rentré, tu t'es dit mon projet de fin d'études sera mon projet de vie. Mais il y a quand même ce moment dans le projet de fin d'études, ou en tout cas dans cette dernière année, où tu te dis ok, c'est bon, c'est celui-là, c'est sûr. Mais c'est pas dès le jour où tu dessines la box, si. Non, c'est le jour où je l'ai présenté à Dominique Siaman, dont je te parlais, mon mentor, où je lui présentais plusieurs concepts d'affilée. Il a mis le doigt sur la fabrique à histoire, il fait ça. Et j'ai vu des étoiles et j'ai fait ok, vendu. We get it. C'est celui-là. Et en fait, j'avais une façon de faire justement à Strat. C'était à chaque fois que je présentais à Dominique un projet, s'il me faisait pas waouh, je recommençais. Moi, je voulais le mettre vraiment sur le cul. Donc, tant que je le mettais pas sur le cul, je continuais à chercher. Le wow effect. Ouais. On appelle. Le fameux, Ouais, d'accord. Et je crois que c'est forcément être des Américains, mais où ils te disent if it's not a hell yeah, it's a no. Tu vois, donc c'est soit un vrai wow, soit non. Ouais, c'est ça. Mais je voulais pas quelque chose de ouais. Ok. Et ce qui compte d'ailleurs, parce que surtout sur des objets comme ça que tu dois acheter, même si derrière t'as plus de profondeur dans cet objet, il y a quand même un moment où tu dois quand même avoir cette découverte où immédiatement tu te dis ok, ouais, faut le coup. Ouais. Ok, donc tu décides à peu près à ce moment-là de le lancer, tu le présentes, tu finis ton année, et en parallèle, tu commences à avoir un peu des aspects de prod, des vrais aspects électroniques, ou c'est vraiment à la fin de ton année où tu dis ok, maintenant j'ai fini mon année, je passe à la suite? L'aspect électronique, il est venu vraiment quand on a commencé à faire les premiers prototypes fonctionnels. Par contre, l'aspect production, en fait, quand tu te lances dans un projet que tu veux rendre concret, vraiment, tu ne te concentres que à l'étape d'après, et les étapes d'après, alors que moi je suis très prospective, très dans l'avenir, très dans le futur, tu les vois pas. Donc là, quand on a eu le premier démo non fonctionnel,
l'étape d'après, c'était d'avoir un prototype fonctionnel et pas penser tout de suite à la production. Par contre, une fois qu'on a eu les prototypes fonctionnels et qu'on a vu que les enfants aimaient bien, là, effectivement, on s'est dit, OK, comment on produit tout ça? C'est la base. Oula, j'ai un micro. C'est la base de tous les gros projets entrepreneuriaux. Les projets, je veux dire, si tu commences à voir la montagne, en fait, tu te décourages. Il faut quand même te dire, j'ai 8 choses à faire aujourd'hui. Exactement. Je les fais et puis on verra les 8 choses que j'ai à faire demain. Mais si c'est ça. Tu te concentres sur là maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais et en même temps, au bout d'un moment, il faut être assez intelligent et attentif pour te dire, attends, là quand même, il faut que je pense à l'avenir. Il y a un moment donné dans l'aventure entrepreneuriale, tu peux plus faire du day by day, quoi. Tu sais qu'il y a de plus en plus de théories qui disent que en fait il faut penser ultra court terme et long terme, mais zéro moyen terme, que ça sert à rien. Très vrai. Genre, se te faire un business plan. Alors évidemment, les banques te le demandent et tout le monde, mais à 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça sert à rien parce tu vas le retravailler 1000 fois de toute Exactement. Mais en revanche, faut se projeter loin pour se donner des objectifs, des ambitions, et dans le très court terme pour exécuter en fait. Mais finalement, te dire qu'est-ce qui se passe dans 6 mois, même 6 mois, c'est presque trop loin en fait. Puis tout change tellement vite. T'as beau dire il va se passer ça dans 6 mois, tu reviens 3 semaines après en disant finalement en fait on a eu une opportunité ou finalement il y a eu une crise qui fait que en fait on doit se réadapter. Donc c'est que tu te réadaptes tout le temps en fait. C'est bien après d'avoir un plan, mais il faut être assez flexible pour te dire que ce plan-là il est absolument pas figé. Alors moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs, mais pas que, mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs de la tech. Alors paradoxalement, tu vois, on a envie de dire que le lancement d'un objet c'est hyper complexe parce que en fait, alors souvent ça se fait en Asie, en Chine, je sais pas pour la box, la boîte à histoire. Oui, pour l'instant on fabrique en Chine, mais on a une bonne nouvelle. D'accord, on va y revenir. Il se trouve qu'un projet tech, en fait, c'est souvent extrêmement compliqué et très très profond, mais on le voit pas forcément. J'ai même envie de dire malheureusement de temps en temps, parce que moi je fais beaucoup de projets tech et de temps en temps nos clients se rendent pas compte à quel point c'est extrêmement compliqué et c'est plein de petits détails qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Et que c'est un prototypage permanent, qu'on est toujours en train d'améliorer les machines, ce qui est pas forcément le cas sur des produits finis entre guillemets. Mais il n'empêche qu'un produit physique comme ça, t'as pas mal de choses embarquées. Là, en l'occurrence, tu pourrais te dire, si c'était un produit qui avait simplement une mini carte mémoire, une histoire et puis une batterie, un petit haut-parleur, c'est pas forcément hyper complexe, mais j'imagine que là, tu rajoutes quand même une dimension de mise à jour, d'ajout d'histoire. Alors pour l'instant, ça se fait avec un câble, je crois. Oui. Ça va peut-être changer, j'imagine, un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, tu as une communication qui est faite comme ça. C'est quand même un peu plus complexe parce qu'il doit y avoir dedans de vraie électronique embarquée, voilà. C'est quoi les étapes pour arriver à sortir en fait la première box que tu vends? Et c'est combien de temps? Nous, ça a duré un peu moins d'1 an et demi. Oui, c'est ça. Donc on s'est lancé... À partir de la fin de tes études. Oui, c'est ça. En fait, on a fait les premiers prototypes, comme je t'ai dit, fonctionnels, qui étaient de l'Arduino qu'on a fait avec nos mains dans notre appartement, avec le cliché de Arduino. Arduino, c'est des composants électroniques, mais déjà tout programmé, qui te permet juste d'assembler et de programmer très facilement une action ou une autre. C'est un peu comme un mini PC, mais tout petit, tout léger, quoi. Ouais. Et on se lance là-dedans, mais ça, on a fait ça chez nous dans notre appartement. Et une fois que t'avais pas de garage? Non, mais c'est quand même le cliché de l'entrepreneur où on était à 4, dans une chambre à prototyper à faire des nuits blanches et tout. C'est vrai. C'était avec une super période. Et tout, ça sentait la soudure, tout ça. Ouais, non mais exactement. Non mais il y a encore une vidéo sur internet on nous voit, mais on est des bébés. Vraiment, c'était une super période. Et on fait ces prototypes avec nos petites mains. On les fait tester avec les familles. À Futur, qui est le festival d'innovation là qui se déroule tout au mois de juin, on gagne le prix du public et là on dit ok, il y a de l'intérêt, on peut partir en industrialisation, sauf que donc ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai créé la boîte avec 3 associés qui sont des amis on se connaît depuis qu'on a 16, 17, 18 ans. Donc j'ai pas fait mes études avec eux et on a des profils complémentaires. Donc il y a un ingénieur. Ah oui, donc 16, 18, avant les études, donc c'est vraiment des potes quoi. Ouais.
des potes, très bons potes, et donc profil complémentaire puisqu'il y en a un qui vient du multimédia, l'autre qui est ingénieur, et Igor qui vient du monde du business, enfin qui a fait une école de commerce, et en fait on se lance comme ça tous les quatre après en soirée. On s'est dit hop, on monterait pas une boîte ensemble. Je fais allez, on y va. Et bref, on fait ces prototypes, sauf que tu les accueilles sur ton projet quand même. Oui, mais parce que j'avais pas envie de me lancer toute seule. Et parce que je sais que la force de l'entrepreneur, il se fait dans l'exécution et pas dans... Tout le monde a des bonnes idées. Ouais. Donc je vais pas me valoriser pour avoir eu une bonne idée. Par contre, je vais nous valoriser pour avoir réussi à la mener à bien sans aucun background d'industrialisation. Donc on n'y connaissait rien, aucun de nous. C'est assez mature de se dire... Moi, j'ai mis longtemps parce que j'ai toujours eu plein d'idées. Je pensais que ça avait beaucoup de valeur. Ça a quand même de la valeur. Faut défendre un peu. Oui, ça a de la valeur. Mais voilà, parce que par exemple, t'as combien de pourcents dans ta boîte par rapport à tes associés? On a le même pourcentage. Ah, d'accord. Donc, t'as vraiment poussé le truc jusqu'au bout. Ouais. Oui. Et il a jamais été question de faire autrement? Non. D'accord. Pour moi, c'était ultra naturel Ok. Et je me valorise pas de cette manière-là. Donc, je suis assez confort dans mes pompes et toujours aujourd'hui. Ouais. Donc, mais vous avez levé depuis, non? On a levé, ouais. Mais on a toujours les mêmes pourcentages tous les quatre. Oui. À tous les quatre, on a 69% du capital aujourd'hui. Donc on est encore bien majoritaire, ce qui nous permet d'encore mener la barque comme bon nous semble, et c'est assez confortable en fait de pouvoir. Quand t'es entrepreneur, tu le restes à vie et t'as toujours envie de faire des choses que d'autres vont te regarder en mode mais totalement taré. Ouais, mais tu verras, ça va marcher. Je te confirme. D'accord, donc vous décidez tout ça après cette soirée. Oui. Et ça se matérialise le lendemain ou? Non, ça a duré. Quand on décide de monter une boîte ensemble, j'avais même pas encore eu l'idée de l'Uni. Ah, ok. Ouais. Et par contre, une fois que j'ai eu l'idée et que j'ai eu un très bon retour du jury, on est partis tous les quatre en prototypage. Ok. Et 1 an plus tard, du coup, on se retrouve à être sûr que le projet marche, mais sans aucune compétence industrielle. Et en fait, pendant un salon, on a croisé quelqu'un qui était expert en industrialisation de jouets, qui nous a présenté un bureau d'études lyonnais qui a une succursale à Hong Kong. Comment il s'appelle? André Delors. Non, le bureau d'études. J'ai un trou de mémoire. Je suis désolée. Ouais, tu me le donneras. Je te le donnerai. J'ai un trou de mémoire. Ouais. Je le mettrai dans les notes. Et donc en fait, au début on avait quand même toqué à la porte de pas mal de bureaux d'études français, mais les sommes étaient astronomiques pour nous. On avait pratiquement aucun. C'était de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'était entre 100 et 200 000 euros pour industrialiser. Et donc ça ne comprenait pas la première production. C'était vraiment pour créer le prototype industriel. Alors que là, ça t'a coûté? Là, ça nous a coûté 50 000 euros. Et t'avais la première prod? Non, sans la première prod. Okay. Sans la première prod qu'on a financée avec notre première levée de fonds. Pour 50 000 euros, t'as un exemplaire du premier... Non, t'as l'exemplaire qui va servir de base pour créer les centaines de milliers qui vont suivre après en production. Et ça a duré pendant 1 an et demi. Donc oui, on n'a pas pu travailler avec des bureaux d'études français. On voulait industrialiser en France. Pareil, on s'y retrouvait pas du tout. Donc pour nous, il était déjà on n'avait pas l'argent pour créer ce prototype industriel, et deuxièmement, on avait du mal à trouver une usine qui avait les compétences électroniques pour fabriquer. En France, tu veux dire? En France. Et troisièmement, il était hors de question qu'on vende un produit au-delà de 100 euros. On voulait pas du tout faire du marché de niche. On voulait que ça soit un produit qui soit accessible à tout le monde. Donc du coup, on est parti en Chine. Il y a quand même en plus là-dessus une difficulté, c'est que il est pas nécessaire, c'est pas hyper high-tech comme produit, on est d'accord? Non, c'est un Walkman amélioré, qu'on se le dise. Ouais. Mais malgré ça, il n'est pas si évident que tu puisses faire ça en France, en fait, aujourd'hui. Juste le faire, quoi, en fait. Même pour cher. En fait, électronique pour plus plastique, c'est pas si l'expertise, elle était moins là après aujourd'hui, et on s'est rendu compte que non, il y a quand même des usines expertes dans le domaine qui peuvent faire des choses de qualité vraiment superbe. Et donc du coup, j'en profite pour placer ma bonne nouvelle, c'est que dès l'année prochaine, on fabrique en France, puisque en fait quand on a appris ça, moi j'ai mon petit cœur de designer qui s'est brisé en 1000 morceaux en mode mais non, mais vraiment. Mais en même temps, c'était soit on le fait, soit on le fait pas. Donc à choisir, il y avait pas photo. Mais on s'est tous les quatre jurés que
du moment où, si ça marchait, et du moment où on pouvait le faire, on rapatrierait la production en Europe, voire en France, si c'était possible. Mais c'est un vrai problème, parce qu'il y a plusieurs niveaux de problème, je pense, à ce niveau-là. Pour moi, avoir testé de faire des choses en France en production, c'est que il y a certaines choses qu'on peut pas faire en France, notamment certaines choses dans le textile, que c'est fini en fait, dans l'électronique aussi. On m'en parle pas, on essaye de faire une sacoche pour ma fabrique à histoire, impossible de trouver un fabricant en France, mais c'est l'enfer. Mais oui, c'est ça. Et en fait, des trucs ultra simples. Ah ouais, non mais... Et en fait, tu sais quoi, c'est là où je viens sur l'autre problème, c'est qu'en fait, il y en a, et je souhaite d'ailleurs, peut-être que pendant que tu es en train de t'étouffer, certains de nos Très bien. En plus, je peux te proposer un verre d'eau, mais c'est en buvant de l'eau que tu t'es étouffé. Donc, je suis très impassible. Tu te dis, mais quel gros con. Mais en fait, j'essayais de rester concentré, mais du coup, c'est foiré. On y revient. En fait, peut-être que des gens qui nous écoutent le trouveront, mais en fait, c'est qu'il y en a, je pense, fondamentalement. Il y en a, mais ils sont introuvables. Et il y a quand même un truc qui est magique en Chine et en Asie, c'est Ali fucking Baba. Non, mais c'est Alibaba, en fait. C'est que quand même, quand tu tapes... tu trouves tout, ouais. Là, en l'occurrence, c'est littéralement 2 secondes pour trouver le sac que tu veux faire. Et t'as 800 producteurs différents, quoi, qui vont te faire des devis tous moins chers les uns que les autres. Et ça, en France, pour le même produit, t'as 0 personne, tu trouves rien. Bah, comme tu dis, pour trouver quelqu'un, c'est compliqué. Et puis même si tu trouves quelqu'un, quand tu lui amènes tes contraintes, donc par exemple quand tu veux du textile éco-responsable, bio, etc., c'est compliqué aussi. Quand tu veux faire des grosses productions, c'est-à-dire qu'on n'est pas là sur des petites productions, en fait, c'est aussi compliqué. Quand tu veux faire des petites, c'est aussi compliqué. Et quand tu veux faire des petites, c'est aussi compliqué. Donc, c'est en fait, je pense que c'est bien d'en parler parce que notre communauté, elle attend par exemple beaucoup cette sacoche. Sauf que comme c'est un produit, dérivé, c'est pas un produit en soi, c'est un produit pour ma fabrique à histoire. Moi, il est hors de question que je fasse un produit pour faire un produit et de le faire à la va-vite. Donc, c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Mais ça, la communauté, il faut leur réexpliquer, en fait, que, c'est peut-être une sacoche et c'est peut-être un produit hyper simple dans la tête de tout le monde, mais pas si simple à fabriquer. Elle est vénère, la Maëlle. Elle est pas contente. Non, en fait, je suis attristée. Non, je suis pas du tout vénère contre, mais je suis attristée, à la fois de voir que c'est si compliqué de fabriquer justement un produit aussi simple et à la fois de justement devoir s'expliquer de la complexité de cette fabrication, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où on se rend pas du tout compte en fait de ce que c'est de fabriquer quelque chose. Personne n'en parle, tout est caché. Et on le voit pas, et donc du coup les gens pensent que ça en claquant des doigts il y a pas de problème, ça peut arriver. Non, et j'aimerais bien qu'on en parle plus parce que c'est compliqué de fabriquer des objets. Tu vois, on en parle. J'en ai parlé ici. Coup de gueule. Ouais, c'est clair. Un de mes tout premiers épisodes avec Ilana Beacera, qui a fait notamment différents projets. Là, il est sur un projet autour des dents et la nouvelle brosse à dents, on va dire. Oui, je l'ai rencontré, adorable. Ouais, et super, Ilan. Ça devait être mon invité numéro 3 aussi. Il écoute souvent ce podcast. Et on t'embrasse aussi, Ilan. Et en fait, il racontait vraiment la difficulté mais extrême, de produire, notamment quand tu dois produire sur plusieurs pays, notamment quand tu rajoutes de l'électronique. C'est vraiment très très complexe. Et puis après, en plus, t'as des tas de normes, j'imagine. Quand tu fais des choses pour des enfants, faut pas que ce soit avec du plomb dedans. Pour les grands, j'imagine. On va éviter. Voilà, de l'arsenic ou des choses comme ça. Voilà, je suis en train de regarder parce que tu dis ma fabrique à histoire. Oui. Et moi je dis la boîte à histoire. Pourquoi? Parce que j'ai juste changé le nom moi-même ou Oui, mais ça va, c'est très bien. C'est parce que mes enfants se la sont appropriés et disent la boîte à histoire. Okay. C'est très bien. Il y en a qui l'appellent la Luni. D'accord. Il y a pas de. Trop bien. Ok. Et ton site s'affiche en anglais sur mon. Tab.fr. J'ai essayé, mais ça marche pas. Je crois pas. Faut mettre les 3 W peut-être. Et du coup, le produit, tu le sors après 1 an et demi. Tu le dis. Les premiers exemplaires à vendre, c'est à quel moment? On commercialise en août 2016. D'accord. Chez Nature et Découverte et Oxybul. Ok. Et tout de suite, on est best-seller chez eux. Et c'est combien ton premier batch? T'en produis combien? On en produit 20 000.
20 000, ça te coûte combien d'en produire 20 000? J'ai plus en tête, mais. D'accord. Grosso modo. Plusieurs centaines. Ouais. Et on a levé des fonds pour lancer la première prod. Alors, t'as levé quand? Auprès de qui? On a levé entre mars et octobre 2016 auprès de investisseurs privés principalement et une holding qui s'appelle avec Sursaut WeFund. Ok, et du coup cette levée, vous parce que vous êtes tous hyper jeunes, vous en avez jamais fait, vous êtes accompagnés ou vous le faites vraiment un peu à l'arrache comme ça? On a été accompagnés par So WeFund. D'accord, ok. Mais oui, c'était notre première levée, donc on a appris sur le tas, c'était hyper enrichissant. Moi, ce que j'adore dans l'aventure entrepreneuriale, c'est que tu fais 1000 métiers. Vraiment, tu restes pas à faire le même métier. Et oui, il a fallu se débrouiller, il a fallu convaincre les investisseurs parce que tu vois, là, on vient de clôturer une levée de 3 millions. C'était beaucoup plus facile de discuter avec eux puisqu'on avait déjà vendu plusieurs centaines de milliers de pièces. Là, on en avait vendu zéro. Enfin, si, on avait vendu 450 sur Ulule en 2015. Ok. On avait fait un crowdfunding qui ont été les premiers à être livrés en juillet 2016, ouais, effectivement. D'accord. Et du coup, tu dis quoi, combien? Quelques centaines de milliers d'euros? On a levé 450 000. Okay. Donc, c'est vraiment pour produire ta première, ton premier batch de 20 000. Oui. Et il part en combien de temps, ce batch? On a été en rupture de stock en début janvier. D'accord. Donc, juste après les fêtes, quoi. Ouais. Ça a duré 4 mois. Oui. Et t'étais déjà en prod sur la suite? À ce moment-là? Oui. Ok. Et c'est combien de temps pour produire, je sais pas, 20 000 ou un certain nombre de... C'est à peu près 3 mois. D'accord. Puisque t'as la production et après t'as l'acheminement. Ok. Ok. Oui, tu emmènes pas en avion, j'imagine. Ça coûte un peu cher. Non, on évite. On l'a déjà fait en urgence, mais on évite un maximum. Ouais. D'accord. Et vous aviez justement un business plan où ces 20 000, vous étiez dit, ils vont partir en tant de temps ou pas du tout? Si, on avait un business plan. Nous, on était persuadés que les 20 000 allaient partir exactement comme ils sont partis. Ah bon? Nos investisseurs nous disent, c'est bien d'en produire 20 000, mais vous allez pas les faire. Et nous, on était très contents d'être en rupture de stock. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que notamment mon associé Igor a eu une intuition monstrueuse sur le nombre de pièces qu'on allait faire. Et la deuxième année, on a fait 80 000 pièces et on en a écoulé 75 000. Et l'année d'après, on en a produit, je crois, 200 000, on en a écoulé 160 000. Et à chaque fois, on a été raccord pour ne plus être en rupture de stock et en même temps être bien avec en stock. Et ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire elles n'ont pas changé les boîtes depuis le début? Non, il y a eu des améliorations sur les quelques bugs qu'on pouvait trouver. Par contre, pour l'utilisateur, ça reste inchangé. Et même il était à un moment donné question, on a discuté il y a 1 an de est-ce qu'on fait une V2? Et en discutant et quand on a amené les idées sur la table, ça peut faire veilleuse, ça peut faire du bruit, enfin ça peut vibrer, ça peut même on peut orienter en fonction de comment on tourne la fabrique à histoire, et on peut faire des choses. Et en fait, moi j'ai tout de suite vu mon produit bébé totalement dénaturé et je suis revenue un peu aux sources en disant mais attendez, non, j'ai voulu un produit qui soit hyper simple. Donc c'est pas pour y rajouter 1000 trucs. Par contre, ce qui pêche, c'est qu'aujourd'hui on produit en Chine, donc pas de manière très éco-responsable. Donc là où il faut mettre un doigt et toute notre attention, c'est de ramener la prod en Europe. Tu vends en Chine? Aujourd'hui, on vend pas en Chine, non. Parce que ça peut être aussi un moyen de rester éco-responsable, ouvrir le marché chinois. Complètement. Le but, c'est de produire local et après, mais on y va petit à petit parce que on a déjà ouvert quelques pays européens. Déjà, on s'installe dans ces pays-là. Et après, on verra pour l'Asie. Mais pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on a déjà ouvert. D'accord. Et mais parce qu'en effet, je reviens sur cette notion de design. Hein, on a souvent une approche qui est de dire nous ici, mais le mieux c'est d'essayer d'enlever plutôt que de rajouter, quoi. Là, c'est toujours facile de se dire je peux ajouter un projecteur qui veut mettre une image sur le plafond, je peux. Puis après en même temps on est habitué, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de l'iPhone, mais à chaque fois t'as l'iPhone 2 avec une évolution, puis l'iPhone 3 avec une évolution, etc. Donc forcément j'ai l'impression quand même dans l'imaginaire, l'inconscient on se dit il va y avoir une évolution et donc il va y avoir des choses en plus. Non, en fait, il est très bien comme ça, le changeons pas. Ton défi, en revanche, c'est plutôt sur ce qui se passe dedans, j'imagine. C'est-à-dire que... Oui. Si en fait,
ce que t'appelles dans les applications, l'univers applicatif des App Store, iOS, Android, etc. C'est ce que t'appelles la rétention. Oui. C'est qu'il faut qu'il y ait de l'usage de ta boîte à histoire, de ta fabrique à histoire. J'imagine que si, comme en ce moment, j'ai l'impression que mon fils Eli a délaissé un petit peu sa fabrique à histoire. Il va falloir que je le remette un peu dessus, mais déjà, toi, tu sais pas. Non. Tu sais pas qu'il l'a délaissé. Non. Mais tu dois faire en sorte qu'il la délaisse pas trop. Enfin, après, c'est toute cette économie de l'attention. Après, tu peux te dire oui, mais bon, c'est pas notre. Non, mais c'est très intéressant comme question parce que nous, effectivement, on veut créer une marque, donc il faut qu'on ait un lien fort avec les familles et avec le fait qu'ils reviennent trouver le contenu qui les intéresse et que ça fasse partie de leur quotidien. Et en même temps, on n'est pas du tout dans cette idée de dire comment je peux aller le recatcher parce que effectivement, ça fait potentiellement 2 mois qu'il l'a pas utilisé. Si l'enfant, ça fait 2 mois qu'il l'a pas utilisé, peut-être qu'il avait pas envie de l'utiliser. Effectivement, en plus de ça, on a un objet qui n'a pas de Wi-Fi, donc on peut pas capter des infos. Et c'est pas grave, on capte celle qu'on peut sur le store pour apporter à l'utilisateur ce qu'il a envie, quand il en a envie, mais pas du tout pusher reviens et viens consommer, pardon. Donc ça fait pas partie de notre ADN. Après, ça veut pas dire non plus qu'on ne fait aucune action parce que il faut que le store il puisse vivre. On croit beaucoup à la richesse de notre contenu, donc c'est pas non plus le monde où on fait absolument rien, mais on n'est pas du tout dans l'agressif, voilà. Pour être un peu juste dans le détail, essayer de comprendre des choses, est-ce que tu pourrais, j'imagine, est-ce que tu peux aujourd'hui ou est-ce que vous faites typiquement si j'ai pas connecté ma boîte à histoire pour télécharger des histoires depuis 2 mois, tu m'envoies un email pour me dire tiens, il y a des nouvelles choses, tu devrais regarder ça ou voilà. Oui, on fait quelques campagnes d'emailing pour les comptes dormants. On a des newsletters. Tu sais que je me suis pas connecté depuis temps sur la boîte. Ok. Et est-ce que une fois que tu connectes la boîte à histoire, tu peux avoir des remontées de notions d'usage. Elle a été utilisée X heures, X fois entre telle date et telle date, toutes choses comme ça. Je dois t'avouer que je sais pas exactement avec toute cette histoire d'RGPD comment aujourd'hui c'est géré. Donc nous, forcément, on respecte la RGPD. Je sais que on capte certaines infos, notamment en plus là, on va recruter quelqu'un qui va analyser les datas du store. Donc dans le respect de la RGPD, oui, on va récolter des datas pour améliorer l'expérience utilisateur. C'est l'objectif. Wow. D'accord. Parce qu'en fait, en effet, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je savais pas, par exemple, que tu pouvais faire des cours de langue, ce qui est intéressant. Et en effet, tu as une tendance à potentiellement un peu peut-être l'oublier. Et si on te le rappelle et qu'on te dit... Moi, je crois très très fort aux évolutions technologiques, y compris d'ailleurs sur l'iPad. Une application que j'avais utilisée pour mes enfants qui s'appelle MyBliMath, qui apprend à faire des maths, vraiment de manière ludique. J'aime assez l'idée de se dire tu laisses ton iPad à tes enfants, mais que s'ils utilisent cette appli, par exemple. En fait, ils savent, ils se disent attends, j'ai le droit d'utiliser l'iPad, donc c'est cool. Et toi, tu sais qu'ils font pas n'importe quoi dessus et qu'ils font plutôt un truc qui va leur apprendre des choses. Et ça fonctionne bien. Donc, je crois beaucoup à la technologie qui peut aider. Complètement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Quand j'étais plus petite, nous on avait des CD-ROM du coup pour apprendre des choses et je me souviens c'était dans des univers que j'adorais et c'était je me souviens notamment il y avait un CD-ROM absolument fantastique qui s'appelle Dr Brain et en fait tu rentrais dans le cerveau de ce savant fou pour aller utiliser justement toutes les parties de ton cerveau. Donc ça faisait marcher toutes les parties plein de choses de ton cerveau et t'apprenais plein de notions, plein de trucs, mais tu t'amusais quoi, parce que t'avais une notion d'évoluer, de gravir des étapes, etc. Donc moi j'y crois comme toi à mort quand c'est bien fait, quand c'est gamifié. Oui, il y a des choses qui sont absolument fabuleuses dans le domaine des applications, dans le domaine de la technologie, plein de choses. Le truc qui est pas bien, c'est l'extrême, c'est-à-dire le too much, et surtout quand on l'utilise de manière totalement abrutissante. Bien sûr. Voilà. Ce qui peut arriver très vite sur Netflix ou des choses comme ça. Ah ouais. Le CD-ROM, c'était quand même une plaie, l'expérience utilisateur sur le CD-ROM. Il fallait quand même vouloir y aller. Je suis tellement nostalgique. C'est tellement mieux la boîte à histoire. Je reviens sur le début et là, donc première levée.
Donc tu dis que vous avez 69%, tu lèves, c'est quoi? C'est le traditionnel, quelques centaines de milliers pour l'équivalent de 20% de ton chiffre de ton capital, 20-30%? Je me souviens plus exactement à l'époque combien on a lâché en pourcentage. Là, les 69%, c'est en fonction, c'est par rapport à cette dernière levée qu'on vient de closer, à 3 millions. Ok. Qui est-ce qui est rentré dedans sur 3 millions? C'est des fonds tech, tradis, des Alven ou des gens comme ça, ou c'est On a BNP Paribas Développement, on a Educapital qui est un fonds d'éducation. On a Arjo qui est plus un family office mais qui est rentré, et sinon à côté on a des salariés de l'Uni et une holding avec nos proches. En fait, on a beaucoup d'actionnaires. Notre objectif était quand même de pas avoir un actionnaire majoritaire. Voilà. Pour pouvoir garder cette liberté. D'accord. Donc finalement, les principaux actionnaires restent vous quatre, mais aussi individuellement vous quatre. Oui, complètement. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a aucun actionnaire qui a plus de 4,3%. D'accord. Et donc vous levez tout ça, vous lancez en prod. Tes premières ventes sont faites, tu m'as dit, chez Oxybul et Nature et Découverte. D'accord. Comment tu deals avec eux? C'est une anecdote que j'adore raconter, celle avec Nature et Découverte. Quand on s'est lancé, quand tout de suite après Futur en scène, là où on avait gagné le prix du public, avec mes associés, on passe devant un nature. En fait, on se dit, ok, donc on va partir en production, on va partir en industrialisation, mais il faut bien qu'on ait des clients et quelque part où le vendre en fait. On avait fait une étude de marché et on savait que si on se lançait que sur notre site internet, clairement on allait en faire 1000 la première année, et puis si on en faisait 1000, c'était déjà bien. Donc on s'est dit non, il nous faut de la grande distribution. Comment tu fais cette étude de marché? Comment tu peux le savoir? Est-ce que tu crois pas que ça aurait pu, par le bouche à oreille, vu l'accueil que ça a eu, quand même dépoter plus? Bah regarde, on a fait un crowdfunding sur Ulule qui a bien marché, on a levé 45 000, mais on a pris que 450 précommandes, donc non, ça a pas on n'avait pas de communauté. Je pense pas que ça soit aussi magique. Je pense pour certaines personnes ça marche comme ça et c'est génial, du jour au lendemain ils sont pas connus et d'un coup bam ça explose. Non, nous on a fait une vraie étude de marché, enfin une étude de marché avec nos connaissances qu'on pouvait prendre sur le marché. Et en plus de ça, mêlé à notre intuition, on s'est dit non, il nous faut du physique parce que en fait c'est un objet qui n'existe pas. On n'est pas en train d'aller vendre un grille-pain, et donc du coup un grille-pain, tout le monde sait ce que c'est. Parler d'une boîte à histoire, à l'époque, personne ne pigeait ce que c'était, quoi. Donc parce que je précise ça parce que pour ceux qui connaissent moins ce type de retail, c'est quand même important quand tu vends en direct toi-même, évidemment, on va dire que si tu vends en Nature et Découverte, j'imagine qu'ils doivent vendre au même prix que toi, donc vous avez un prix fixe qui est de 59,90, c'est ça. Oui. Donc eux ne peuvent pas vendre moins cher, toi non plus sur ton site. Oui. Et donc toi tu leur vends, tu vas peut-être pas me dire le prix exact, mais tu dois leur vendre à peu près 25 € hors taxe, qui veut dire 60 € TTC à la vente. Donc évidemment quand tu leur vends 25 €, tu dois déjà en gagner un petit peu parce que tu leur vends pas à prix coûtant. Donc quand tu vends 60 €, tu gagnes entre guillemets beaucoup quand tu vends en direct sur ton site. Oui, c'est sûr qu'en passant par des retailers, tu fais moins de marge. Mais en même temps, tu fais plus de volume. Oui, non, mais bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces DNVB ou ces marques qui existent par le digital, ils arrivent souvent en effet à maximiser leur marge, mais du coup ils poussent aussi peut-être plus en communication puisqu'ils doivent complètement dépenser par ailleurs. D'accord, donc tu deals avec eux, pardon, et comment tu fais ça? Donc on se dit ok, il nous faut des magasins où distribuer, et en fait très naturellement on se dit mais où est-ce qu'on voit on voit le produit, et on se dit voilà, instinctivement en fait chez Nature et Découverte. Là, c'est la première enseigne qui a popé dans nos têtes, et il s'avère que près de chez nous il y avait un Nature et Découverte. On avait le prototype en main, on rentre dans le magasin, on va voir la vendeuse et très naïvement on lui dit bonjour, comment est-ce que je vends ce petit boîtier chez vous? C'est ce qui s'est passé, Elle nous a donné le contact du directeur des achats de Nature et Découverte, à qui on a écrit un mail tout de suite après. C'est quand même assez fou, cela dit en passant, que la vendeuse connaisse le mail du directeur des achats. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils font dans leur process de trouver des nouveaux projets, ou si on est tombé sur quelqu'un qui avait le contact, effectivement. Cela dit, c'est super bien tombé puisque le directeur des achats a répondu à notre mail dans les 10 minutes pour nous donner rendez-vous au siège social. Coup de cœur pour le projet. Ils avaient jamais entendu parler du
Jamais. Bah, on avait juste fait Futur en scène à l'époque. Ils ont gros coup de cœur pour le projet, et comme on n'était pas du tout prêt pour la commercialisation, ils nous ont quand même suivis pendant plus d'1 an, 2 ans avant qu'on sorte le produit. Et ils te font pas de précommande? Ils nous en ont fait juste avant quand ils étaient sûrs que ça y est, la production était partie. D'accord. Ouais. Mais t'as une sorte de pré-contrat, quelque chose, une marque d'intérêt forte qui te permet de lever de l'argent là-dessus? Je veux dire, est-ce que c'était un plus dans ton pitch ou pas? Oui, forcément, d'avoir Nature et Découverte dans nos premiers clients, ça convainc. Par contre, on n'avait pas de contrat, on n'avait pas de. Mais t'avais une commande, t'avais quelque chose. Je veux dire, est-ce que tu pouvais montrer quelque chose? Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Ouais, bien sûr. Très bien. Et donc on avait Nature Découverte, et en fait Auxibul a suivi tout de suite après, et parce que c'était la deuxième enseigne qui nous paraissait évidente. Et Auxibul, c'est un magasin de jouets très 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 quali en retail, ils sont fabuleux. Ex Fnac, éveil et jeux. Exactement, ouais. Ex Fnac. Et ça a été les 2 premières chez qui on a été commercialisé à la rentrée 2016. D'accord. Voilà. Et après, s'en sont suivis d'autres comme Boulanger et puis plein de petites enseignes, mais principalement c'était ces 2-là chez qui on était distribués et chez qui ça a marché tout de suite. On a explosé à Noël, personne s'y attendait. Enfin, nous les premiers, et en même temps on y croyait dur comme fer qu'on allait faire nos 20 000 pièces. Donc non, c'est super bien tombé en fait. Les étoiles se sont très bien alignées pour nous. Tu vois, je regarde un peu quand tu tapes la boîte à histoire. En revanche, tu te fais battre. C'est Auxibul qui sort en premier devant ton site, quoi. Oui, on est ok avec. Et du coup, maintenant, t'es disponible. Oui, donc Fnac, je vois Amazon, Doulala, Nature et Découverte, Univers Bébé, un peu partout, quoi. Oui. En France, on est bien. Carrefour, partout. Non, on n'a pas fait les grandes surfaces. D'accord. On a travaillé au début un petit peu avec eux, mais en fait, c'est pour l'image de marque, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Et puis c'est toujours difficile pour maintenir le prix avec les grandes surfaces. Ouais, donc on a préféré s'en retirer. Ouais. Ok, et donc du coup aujourd'hui t'as la fabrique à histoire et le casque qui s'appelle Octave, c'est ça? Ouais. Qui date de quand? On l'a sorti à la rentrée 2018, je crois. Ouais. Donc il est encore tout récent, mais il marche très bien. C'est une des meilleures ventes sur Amazon en casque. Ça permet d'éviter de péter une pile au bout d'un moment quand on entend la 80e fois Suzanne et Gaston. Ouais, et puis dans les transports. Et on a voulu un casque audio. En fait, il y a peu de casques audio pour enfants, et en plus de ça, des casques audio très qualitatifs. Il y en a d'autant peu. Je te confirme, moi j'ai acheté des casques audio pour mes enfants. Ils les ont cassés. Ouais, c'est ça, ils les pètent en 2 semaines. Ouais. Donc nous on s'est positionné un peu sur un peu au-dessus au niveau du prix. Par contre, je vous garantis qu'il va durer très longtemps, parce que déjà il y a le fil, il est enlevable. Garantie. Donc mais je vous garantis. T'es devenue une vraie marchande de tapis. Je vous garantis. Non, je l'adore ce casque, et oui, bah je vends le produit, mais je l'adore vraiment ce casque, parce que il y a du double jack, quand le fil est pété on peut le remplacer, il est pliable, il est personnalisable. Enfin, là je peux te sortir tous les adjectifs, mais vraiment je l'adore. Tu l'as vendu sur les marchés le week-end ou pas? D'accord. Voilà, c'est vrai. En fait, tu sors tout l'argumentaire que je vois là sur Amazon. Prise double jack, cordon détachable, pliable, confortable et personnalisable. Combien de décibels le son limité? Je sais plus, 80 dB? 85, bravo, tu dB. D'accord. Et ça marche, Octave, oui? Ça se vend bien? Ouais, il se vend bien. Ok. Donc vous avez vendu combien de boîtes à histoire là pour l'instant de fabrique à histoire? À la fin de l'année, en tout, on sera à plus de 550 000. Cette année, donc la première année, on a fait 18 000, la deuxième 75 000. L'année dernière, on a fait 160 000, et cette année, on fera 300 000. Et l'année prochaine, on prévoit 450 000. Et il y a un moment où ça s'arrête. En revanche, je veux dire, il y a un moment où non mais je veux dire, tu peux pas en vendre 4 par enfant en âge d'en acheter, tu vois ce que je veux dire? Non, il y aura effectivement au bout d'un moment, on va avoir notre rythme de croisière. La bonne nouvelle, c'est que des enfants naissent chaque jour, et que si tout se passe bien avec notre expansion internationale, bah on a encore beaucoup de choses à prouver sur les marchés étrangers. Donc en France, effectivement, au bout d'un moment, ça va se calmer. Je crois qu'on est pas loin d'être arrivé à notre maximum par année. Qui est combien, tu crois, à peu près? J'ai plus en tête. Je dirais peut-être 150, entre 150 et 200 000 pièces par an.
Mais à l'étranger, ce qui est génial, c'est qu'il y a encore tout à faire. Donc pour l'instant, si tout se passe bien, je touche du bois, on a encore une belle croissance devant nous, avec la Fabrique à l'Histoire. Et vous êtes copié? Oui, il y a des concurrents qui arrivent là sur le marché. Sur les marchés étrangers, il y a déjà des concurrents, soit qui arrivent, soit qui, notamment en Allemagne, il y en a un qui est arrivé en même temps que nous. Par contre, en France, oui, ça arrive. Ça y est. Vous les avez contactés, les Allemands? Vous êtes Non. pas allé les voir? Non, on a discuté, je crois, avec eux en salon, mais on se connaît mutuellement, mais D'accord. pas plus que ça. Ouais. Leur produit est génial, cela dit. Donc, Non, mais parce que sur certains échanges que j'ai pas encore publiés, mais justement le trip est justement plutôt souvent de se mutualiser, de se rencontrer, de voir un peu ce que tu peux faire avec tes confrères, quoi. Et aux États-Unis, rien. Non, pour l'instant, il y a rien aux États-Unis de semblable. Et demain, je sais pas, un Carrefour qui nous écoute, il peut se dire, attends, ça marche bien ce machin, moi je vais me le lancer moi-même tout seul. Oui. Il n'y a pas de brevet ou tout comme ça? Non, parce qu'on est sur, comme je te dis, on est sur un Walkman revisité, donc en soi, on n'a pas inventé l'eau chaude. Par contre, nous, on croit beaucoup à la création de nos contenus originaux et le choix qu'on fait dans nos partenariats. Et en fait, c'est dans la qualité de ce contenu-là que on se démarque énormément. Et l'objet est en soi, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser au message que je suis en train de faire passer, qui est probablement faux, hein, mais c'est vraiment juste pas une excuse, mais c'est quelque chose qui fait fonctionner le reste. Mais la vraie profondeur, elle est comme sur Netflix, en fait. Elle est sur le contenu. Ouais. Après, ce qui est génial, c'est que quand même, on a un rapport à cet objet qui est très fort, qui est de l'ordre de l'émotionnel. Et l'enfant, les parents nous le disent, hein, c'est comme son doudou, en fait. Clairement. Et tu vois, on commence à travailler avec des hôpitaux, notamment pour regarder les vertus en fait de ma Fabrique à Histoire pendant le parcours d'hospitalisation lourde. Donc au moment où l'enfant n'a plus son doudou ou ses parents, il peut avoir la Fabrique à Histoire avant l'hospitalisation et pendant en salle de réveil. Et parce qu'il y a ce rapport aussi à l'objet qui est très fort. Donc malgré tout, d'avoir un objet, ça permet de créer un lien que tu pourrais pas forcément avoir avec d'autres. Ça rassure en fait, rien que de l'avoir. Oui. Moi je l'ai vu, je l'ai vu avec mon fils, mais en effet qu'il voulait l'emmener partout cet été. C'est vraiment assez mignon, assez attendrissant, pardon. Et sur le contenu, pour venir là-dessus, aujourd'hui vous fabriquez tout vous-même? C'est votre contenu? On fait du contenu original, donc notre contenu, on travaille avec des auteurs, des comédiens en studio et des sound designers pour avoir la meilleure qualité d'album possible. Donc on est très très fiers de nos contenus originaux. Après, on fait aussi du contenu en partenariat. Et ça, il n'y a pas de choses particulières, de contrats particuliers. On peut tout est possible. Donc on fait à la fois du licensing où on prend de l'audio qui existe déjà et qu'on fait venir sur notre plateforme, ou alors ça peut être de la co-création, ça peut être selon le projet, on s'adapte et on peut tout faire. Et je peux venir te voir et te dire tiens, j'ai un génération do it yourself junior pour si j'ai une meilleure idée que ça évidemment, mais voilà, et te proposer du contenu et ça vous arrive? Oui, en fait, c'est notre maison d'édition qui choisit. On a un pôle édition qui sélectionne le contenu et qui sélectionne les projets. Et comme je te disais en début d'émission, nous on veut que ça soit des choses qui soient porteurs de sens. Donc à chaque fois, il faut qu'il y ait du sens et c'est pas faire du licensing pour faire du licensing ou faire un projet parce qu'il a l'air sympa. Non, qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi on fait ça? Là, dernièrement, on a fait un projet qui vraiment, je suis tellement contente de ça, qui est avec Hello Maestro et c'est nos héros Suzanne et Gaston qui rencontrent Maestro de Il était une fois la vie pour aller parcourir le corps humain. Trop bien. Et ça, c'est à la fois, ça éveille juste la nostalgie chez les parents parce que voilà, c'est ce qu'ils regardaient quand ils étaient petits, et à la fois, pour les enfants, c'est du contenu éducatif hyper ludique et avec nos héros Suzanne et Gaston qui connaissent bien, voilà. Mais parce que t'as vraiment un lien qui est créé avec Suzanne et Gaston, ouais. Même moi, je les connais bien. Et si, je sais pas, demain t'as Disney qui t'approche et qui te dit,
Mais on a déjà Disney. T'as déjà Disney? Oui. J'ai pas vu, tu vois. Ouais. On a Disney et Disney c'est hyper intéressant parce que quand on les a rencontrés, on était d'accord sur le projet de pas faire, comme je te disais, du licensing pour en faire et pas forcément choisir le contenu qu'on voit absolument partout. Je parle de La Reine des Neiges, je parle de Marvel. Nous, on voulait se démarquer et on voulait faire un projet vraiment original. Et du coup, on est allé repiocher des vieilles histoires, des histoires classiques des années 70 de Mickey et compagnie, qu'on a fait réenregistrer en studio et donc du coup qu'on a fait ressortir parce que c'est des histoires aujourd'hui qui sont plus éditées et qu'on a remis au goût du jour et qui existent aujourd'hui sur notre store. Il y a une série d'albums Mickey et compagnie. Trop bien. Moi, je devrais, si j'étais bon et que je montais vachement ce podcast, je montais beaucoup ce podcast, on va éviter le vachement. Ta mère, en plus, déjà, tu lui as dit tout à l'heure, ouais, elle va pas être contente. Donc, si en plus elle m'entend dire vachement, je vais me faire défoncer. Allez, je vais juste lire un exemple, plus que mettre un audio, c'est ce qu'il faudrait que je fasse si j'étais très fort, mais j'ai la flemme de monter. Ouais, donc, typiquement, un des contenus que vous avez, je pourrais mettre écouter l'extrait et l'enregistrer avec le micro, mais alors là, ce serait vraiment hyper low-tech. Ouais. Ça s'appelle l'échange, The Swap. Ah oui. 18 histoires, 1h12, français-anglais, 9,90€, disponible sur le Line Store. Donc, télécharger. Donc, je télécharge, je branche, oui. Je télécharge sur il y a une application sur mon Mac par exemple, mon PC, voilà, ouais. Boum, ça renvoie quand c'est branché sur la fabrique à histoire et après c'est disponible. Et donc ça dès le début l'enfant choisit Suzanne et Gaston ou le The Swap, exactement. Et donc là par exemple, donc l'échange c'est birthday cake or apple pie, Mardi Gras or Halloween. Corto et ses parents ont emménagé à New York pour le travail de maman. Ici tout est différent, les rues sont immenses, bordées d'immeubles qui s'élèvent vers le ciel. À l'école, pas de cantine et personne n'a entendu parler de carnaval. Tina, elle, est récemment arrivée à Boulogne, près de Paris, avec papa, maman et son petit frère Willy. Boston lui manque un peu, mais quelle est jolie cette nouvelle ville, pleine de verdure. Et puis, il y a tous ses nouveaux amis. Je vais épargner la suite parce que, voilà, c'est déjà très compliqué d'être très concentré, de lire aussi bien, avec beaucoup de pression, tous ces gens, et Maël qui m'écoutent. Mais, voilà, ça montre un peu, j'imagine que là, on est dans ces cours de langue. Oui. Qui ne sont pas des cours de langue en fait. Non, alors le but c'est quand même que ça soit hyper ludique et que ça soit pas scolaire pour l'enfant. Genre, pas qu'on le mette devant un album qu'il écoute et qu'il va dire maintenant tu vas apprendre l'anglais. Non. Ici sur l'album dont tu parles, l'échange, on est quand même sur du contenu pour les enfants bilingues spécifiquement. Donc il faut déjà que l'enfant parle les deux langues. D'accord. Par contre, on a un autre album qui sont Suzanne et Gaston à Londres, où là on n'est pas sur de l'apprentissage tel quel, mais c'est Suzanne et Gaston qui sont à Londres et du coup l'enfant va écouter, va entendre qu'ils vont visiter Big Ben, etc. Donc ça va déjà le familiariser avec la culture anglaise et Londres. Et en plus de ça, ils ont un petit copain qui va leur parler de temps en temps un peu à la Dora l'exploratrice, qui va leur parler un petit peu anglais et ce qui va permettre à l'enfant de se familiariser un peu avec la langue. Et alors des enfants bilingues, c'est vraiment mais déjà ultra niche quoi. Je veux dire. Oui, mais comme en fait c'est ultra niche, mais quand même aux États-Unis, c'est une belle communauté. Et vu qu'on commence, c'est la communauté aujourd'hui, la communauté française aux États-Unis, c'est celle qui est la plus forte pour nous actuellement. Bah en fait, capitaliser dessus et se dire on va leur proposer un contenu qui est adapté à leur enfant et comme ça ils vont en parler aussi à leurs amis américains et ça peut être en fait le bouche à oreille. Pour nous, c'est ce qui marche le mieux. Mais bien sûr. Donc autant proposer du contenu que les communautés sur place attendent pour que voilà le bouche à oreille fasse effet. C'est ce que je passe ma vie à dire aux auditeurs de ce podcast, quoi. Partagez par centaines, par milliers, forcez vos amis, installez le podcast sur abonnez-vous à Génération du Turcel sur leur téléphone directement. C'est le mieux comme ça, voilà, de force. Tu vois. Allez-y, faites-le, on attend. Et je vous regarde, c'est ce que ça. Et en effet, derrière donc la vente d'histoires. Est-ce que tu sais par exemple sur combien est-ce que c'est 50% des gens qui ont acheté des boîtes à histoires qui téléchargent, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins? Aujourd'hui, il me semble qu'au niveau de conversion, on est à 43%. Donc tu vois, notre enjeu 2020 va être de faire connaître le Lunistore, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles qui ont la fabrique à histoire, mais qui savent pas du tout que ça existe. Et c'est vraiment dommage puisque c'est un objet qui peut évoluer avec l'enfant. Et comme on est sur du contenu, on a envie de le faire connaître ce store, puisqu'il y a de belles choses dessus. C'est l'autre problématique des clients qui ont acheté en grand magasin spécialisé ou enfin voilà, c'est que t'as pas leurs emails, tu peux pas les contacter. Non, tu peux pas. Effectivement. Mais ça va être le gros enjeu 2020. Le nombre de ventes sur ton store à toi de
de Fabrica Histoire, de produits physiques, ça représente quoi par rapport au total? J'ai pas le nombre de ventes. Par contre, si je te dis pas de bêtises, cette année, donc on va faire 12 millions de chiffre d'affaires. Et sur ces 12 millions, on a 2,5 qui sont du store. C'est quand même n'importe quoi. Je veux dire, quand tu te regardes avec tes 3 potes de 16 ans et que vous vous regardez et vous dites, putain, les mecs, on fait quand même 12 millions de chiffre d'affaires. Vous regardez et vous dire, mais c'est quand même vraiment... Non, mais c'est lunaire. Enfin, je pense qu'on se rend même pas compte de ce que c'est, quoi. Mais bon, là où moi, je me rends compte qu'il y a quelque chose, c'est qu'à chaque fois, quand je croise des parents, ils connaissent, ou ils l'ont, ou ils connaissent. Il y en a aucun de vous qui a des enfants encore. Non. Ouais. C'est ça qui est fou. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est drôle à vivre comme aventure. Vous êtes pas trop pris la gueule, vous êtes écharpé ou? Bien sûr. Ouais. Ça serait trop facile. Surtout lui, c'est un gros con. Non, bien sûr qu'on s'engueule, mais c'est très sain. Moi, je crois beaucoup au pétage de câble, coup de gueule de temps en temps pour vider son sac. Puis après. 3 hommes, une fille. Ouais. T'es pas maqué avec l'un des 3? Non. D'accord. Ce serait le bordel. Ouais, non. Ouais. D'accord. Donc oui, de temps en temps, on pousse un petit coup, mais. T'as un rôle à part en tant que fille et en tant que créatrice, on va dire, génitrice. Oui, j'ai un rôle à part, pas en tant que femme, mais en tant que génitrice du projet, qui est, je garde ce rôle d'identité et je garde ce rôle de vision et de futurs projets, de où on va, c'est la gardienne, qui on est. Un peu. Ouais. Eux, ils sont beaucoup plus aujourd'hui dans le concret, dans l'opérationnel. Le Cerbère de la Porte. Et tu connais la référence? Oui, bien sûr, le Cerbère, je connais. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette référence. Ghostbusters. Mais oui, mais bien sûr, tu rigoles. J'adore. J'ai été élevée tout à fait en train de s'élever sur son lit là. Je vois tout à fait, t'inquiète pas. Et donc pour en venir à mes associés, oui, j'ai un rôle. Oui. Mais c'est exactement ça. Hein, tu sais, ils sont 3, non, les Ghostbusters. Avec Sigourney Weaver, c'est toi en fait. Tu es le Cerbère. L'image est là, mais c'est fantastique. Sortez le démon en moi. Qui est le maître des clés. Putain, ça y est, on part en sucette. Voilà, tu me fais déborder de créativité. C'est bien. Ouais, c'est bien. D'accord, donc ouais, mais on le sent que t'as ce côté un peu gardien du temple, quoi, un peu. Hein. Oui, et puis j'ai besoin de nouveautés, d'innovation, et il y a tellement de choses à inventer que je suis très contente d'avoir ce rôle-là, et c'est un rôle privilégié, donc je les remercie aussi de me faire confiance là-dessus. Et vous allez inventer d'autres objets encore là? La question. On a encore beaucoup de choses à faire avec la Fabrica Histoire, notamment sur le domaine de la culture, de la santé, je t'en parlais un peu tout à l'heure, et de l'éducation. Donc ça, c'est des projets qu'on va lancer, notamment on va commercialiser un kit pédagogique pour les écoles à la rentrée 2020. On va sortir aussi une application mobile pour enregistrer sa voix avec ses propres histoires avec sa voix. Donc tu vois, un papa qui voyage ou une grand-mère qui habite à l'autre bout de la France peut enregistrer une histoire que le gamin va pouvoir écouter sur sa Fabrica Histoire. Et alors comment tu vas la transférer du mobile à la boîte en fait, ton mobile est relié à ton compte Lunistore. Et ensuite, du coup, l'enfant, il peut le retrouver et le transférer. Enfin, les parents peuvent le transférer. Parce qu'un des trucs, alors que moi, je trouve pas user-centrique, si je puis me permettre, c'est ton métier en plus, tu vas dire, mais c'est probablement que vous ne voulez pas qu'il y ait, j'imagine, de connectivité ni Bluetooth ni Wi-Fi dans la boîte à histoire pour des raisons d'onde ou de choses comme ça, j'imagine. Mais c'est que j'aimerais quand même pouvoir dialoguer depuis une application de mon smartphone à la boîte à histoire, parce que passer par un PC, un ordi, j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière. Ouais, on est d'accord. On a fait avec les moyens du bord, et effectivement, on aimerait sortir le plus rapidement possible une application pour que ça soit plus facile d'utilisation. Et comment tu ferais dialoguer ensuite? Tu devrais brancher la boîte à histoire au smartphone. Il faudra quand même passer par le câble, par le PC, donc par le câble. Après, on est en train de se renseigner pour voir si tu peux pas câbler ton téléphone à la Fabrica Histoire. Ça reste compliqué, mais c'est des choses qu'on étudie. J'ai pas encore de solution là telle quelle, mais le but c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Parce que de plus en plus, quand même, on a une tendance à Enfin, toi, tu fais partie aussi de cette génération qui a l'habitude d'avoir presque un PC chez lui tout le temps, mais il y a de plus en plus de gens qui ont supprimé la case PC, en fait, qui sont smartphone, tablette, puis ça suffit, quoi. Oui. Et donc, du coup, c'est contraignant, ouais. Ah ouais, c'est une vraie problématique, et on y pense activement chez l'Uni. On n'a pas encore la réponse, mais ouais. D'accord. Et au-delà de cet univers, l'Uni a vocation à faire d'autres choses, je veux dire. Oui.
Nous, en fait, c'est notre ADN chez l'Uni, c'est de nourrir la personnalité de l'être humain en général. Et donc, aujourd'hui, on est sur le domaine de l'enfance. Avec les histoires, on le nourrit en faisant passer des messages, en l'éveillant à plein de choses, à la différence, au développement durable. Voilà. Donc, c'est vraiment de le nourrir pour ensuite, lui, qui développe sa personnalité et qui soit épanoui plus tard. Mais on veut pas s'arrêter là parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Et l'humanité est plus vaste que l'enfant. Exactement. Et mais le but, voilà, c'est toujours nourrir, mais pas imposer. Tu vois, c'est vraiment, on t'offre un terrain, on t'offre de la nourriture, toi tu prends ce que tu as envie de prendre. Brain food. Ouais. Et du coup, le prochain projet, un des prochains projets sera pour les ados. Mais je n'en dis pas plus. D'accord. Sur cette problématique-là de nourrir la personnalité. Il y aurait quand même j'imagine aussi une population à creuser qui est forcément le troisième âge. Tu y as forcément pensé, oui, mais je veux dire dans le côté très user-centrique où en fait le smartphone peut être compliqué pour certaines personnes âgées. Avoir un outil qui est simple. Faudra mettre un peu plus fort le son quand même. Oui, et puis voilà, leur vue baisse, ils aiment pas les choses où il y a 1000 boutons. Oui, on y pense aussi aux personnes, aux personnes plus âgées. Ouais. D'accord, donc il y a vraiment encore plein de choses à faire. Il y a un champ des possibles devant nous qui est fabuleux, donc ouais, on a encore plein de choses à faire. Où est-ce qu'on peut te joindre, Maëlle? Où est-ce qu'on te suit sur LinkedIn, sur Insta, sur LinkedIn, Insta, j'utilise moins Twitter. Ouais. Je fais une petite pause sur les réseaux là en ce moment. D'accord. Un petit peu digital detox, comme on aime bien le dire. Mais oui, sinon là où j'aime bien m'exprimer, pour l'instant je m'exprime pas trop de manière régulière, mais j'ai un billet sur notre blog, le blog de l'Uni, qui s'appelle, je crois, la rubrique de Maëlle, où je parle d'imaginaire et d'imagination, et justement comment ça peut nourrir l'être humain. Et c'est là où j'aime le mieux m'exprimer. Voilà. D'accord. Donc on peut s'abonner ou pas? T'envoies une newsletter ou un truc, non? Sur mes réseaux, je le poste à chaque fois que j'ai un nouveau billet, ouais. Donc LinkedIn, on va t'ajouter. LinkedIn ou Instagram, ouais. Maëlle Chassard. Vous cherchez dans mon réseau et puis voilà, vous m'ajoutez au passage, comme ça c'est fait. C'est quoi ton rôle au-delà d'être gardienne? C'est quoi tes journées aujourd'hui chez l'Uni? Déjà tes journées, c'est du lundi au vendredi ou c'est du lundi au dimanche? Comment ça se passe? C'est quel volume de travail? Est-ce que tu as autre chose dans ta vie ou... Ça dépend des périodes. Ouais. Y a des fois où ça déborde un petit peu. Là dernièrement, j'essaye quand même de mettre un peu une rigueur sur faire des journées un peu plus light et respecter un week-end pour m'aérer l'esprit. Après, je lis beaucoup pour les nouveaux projets justement. Donc ça c'est là où je déborde, mais en même temps c'est un plaisir, donc je prends pas ça comme du travail en soi. C'est vraiment. Tu lis donc des histoires? Non, je lis beaucoup de livres théoriques sur la personnalité, sur l'adolescence, sur l'enfance, sur la connaissance de soi. Je vais même jusqu'à aller à lire des choses de physique quantique. Enfin, en fait, je suis curieuse de tout et je prends tout. Tu vois, moi aussi, je me nourris de tout ce que je peux trouver, qui peut aussi éveiller mon imaginaire et nourrir les futurs projets. C'est quoi le bouquin qui t'a le plus marqué là récemment? Là, j'aimais beaucoup. Comment il s'appelle? C'est Discours sur l'origine de l'univers d'Étienne Klein. Ouais. Je crois que c'est ça le nom du bouquin, qui est très facile à lire, très petit, mais fabuleux. J'adore Étienne Klein. C'est un type je bois ses paroles. D'accord. Voilà. Et sinon, j'en parlais, mais Tu l'as rencontré? Non, je l'ai pas. J'adorerais. Étienne, si tu m'écoutes. Non, mais tu sais, Maëlle, je te rappelle, t'as un truc qui s'appelle la boîte à histoire, donc c'est un peu comme ce podcast, tu vois, tu peux au moins essayer, mais lui dire, non, écoute, en fait, j'adore ce mec et qui fait des choses fantastiques, tu peux lui dire, viens, on va faire des choses pour les enfants, complètement. Pour les ados. En fait, j'adorerais le contacter, mais j'ai envie de le faire quand j'aurai un petit peu plus de matière entre les mains pour pas que ça soit brouillon. Aujourd'hui, je vais le voir et je vais lui dire, bon, j'ai un projet, blablabla. Non, que ça soit un petit peu carré. Parce que t'es trop fan, c'est ça? Non, je suis pas une face girl, mais par contre, ouais, il est très, je suis très respectueuse de sa manière de s'exprimer et de ses idées et de comment il les couche. En fait, il vulgarise la physique quantique et de manière où c'est vraiment très facile de comprendre la physique quantique. Donc, il fait bien son job. Écoute, on va mettre le lien du livre et puis on verra si on invite Étienne Klein aussi sur Génération Do It Yourself. Je vais te passer sous le nez là, je vais le prendre. D'accord. T'en as d'autres récents? Je lis pas mal du Gustav Jung, qui est un psychiatre des années 1900. J'ai pas de livre en particulier. Il y a Un mythe moderne qui est vraiment pas mal, qui parle de
la similitude entre plein de mythes et du fait que les histoires, on raconte toujours un peu la même chose, du fait que ça parle de connaissance de soi. Donc à chaque fois, il y a une ligne commune à tous ces récits. Je parle souvent mon livre de référence, c'est Le héros au mille et un visages de Joseph Campbell. D'accord. Je pourrais te faire une liste très très longue. Tu m'en enverras une si tu veux. Ouais. Et tout. On enverra vers un billet de blog où tu parles de... Et sinon, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est personnalité, mais plus, encore une fois, apprendre à se connaître, mais pour se libérer de sa personnalité. Et il y avait un podcast de Idriss... Idriss Khan. Ouais. Idriss Khan, non qui parlait de spiritualité. Idriss Aberkan. Ouais, exactement. Qui parlait de spiritualité et de science que j'ai trouvé fabuleux. Et un autre qui parlait de se libérer de sa personnalité. Mais tu vois, je l'ai pas en tête. Je te l'enverrai pour que tu le mettes. Partagé dans les... Mais voilà, le podcast s'appelle Se libérer de sa personnalité, quelque chose comme ça, qui est hyper intéressant, qui parle d'éducation, qui parle du fait que c'est pas parce que tu as une personnalité que tu dois te rester dedans. En fait, le but c'est de justement se dire je suis comme ça aujourd'hui, mais voilà où je peux évoluer, voilà machin. Tout ça pour arriver en fait à basiquement le bonheur, quoi. Être bien dans ses pompes. Et moi c'est ce que je crois profondément, c'est que pour être dans une société où on est tous épanouis, faut apprendre à se connaître et à s'accepter tel qu'on est et à continuer à évoluer. T'as appris à te connaître, tu t'acceptes comme tu es. Je suis en chemin, mais le chemin est long. Mais oui, je suis bien dans mes pompes, donc c'est le principal. Donc ouais, tes journées, elles se passent comment? Je veux dire, tu bosses très tôt le matin, tu fais 40 pompes en te levant, tu médites pendant 4 heures. Oui, je fais je me lève tôt. J'adore me lever tôt. C'est-à-dire? Je me lève entre 6h30 à peu près. D'accord. J'arrive au bureau vers 8h. Entre 8h et 8h30 au bureau. Au bureau. Le bureau, donc oui, je suis une lève tôt. Je fais depuis peu, je fais quelques exercices de yoga pour me réveiller. Ça me fait vachement de bien. D'accord. Donc, je recommande. Mais c'est très peu, ça dure 10 minutes, c'est juste pour me réveiller. Et mes journées, j'ai pas vraiment de journée type parce qu'elle s'est découpée entre justement ces nouveaux projets. Pour l'Uni, qui me demande à la fois une phase de conception, de lecture, de digestion de ce que j'ai lu, etc. Donc je fais pas mal de mapping, donc ça me prend une partie de mon temps. Après, comme je m'occupe de l'identité aussi de la boîte, je manage la partie ressources humaines, la partie nouveaux projets, dont le projet éducation, la partie édition et un peu la partie communication. Et puis après, c'est du quotidien de boîte, donc ça peut être des crises qui arrivent, ça peut être c'est le quotidien. Aujourd'hui, on est 45. 45. Ouais, ça commence à faire un peu. Hein. Ouais, les journées sont bien remplies. Et tout ce qui est gestion des clients et tout, c'est pas toi ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de la communauté. Ouais, il y a beaucoup d'emails, de choses, de communication. Non, c'est pas moi. On a effectivement un pôle communication avec des community managers et un pôle relations clients qui discutent avec nos clients au quotidien. Et entre vous quatre, la répartition, c'est quoi du travail aujourd'hui? Donc moi, comme je t'ai dit, je m'occupe de l'identité globale. Il y a un chef? Non, il y a pas de chef. Ce mot est banni. Non, il y a pas de chef. Non, on a bien réparti nos rôles. Donc, moi, je m'occupe de l'identité. Igor, il s'occupe du business, de l'opérationnel, des finances. Eric, lui, c'est plus la partie technique. Donc, il est à la fois dans la production, dans le développement. Et Thomas, il s'occupe aussi des nouveaux projets. Donc, il est beaucoup dans le faire, dans le prototypage. Donc, lui, il va dans l'action et dans faire les choses. Ouais. Et comment elles sont prises les décisions s'il n'y a pas de chef? On les prend tout le temps, tous les quatre. Quand ça nécessite beaucoup de temps de réflexion ou des débats, on le prend. Par contre, mais on l'a pas encore utilisé. Si jamais il y a un vrai conflit et qu'on n'est pas d'accord, moi j'ai un bouton rouge. Donc j'ai le droit si je sens qu'on est coincé, j'ai le droit. Ma voix compte plus à ce moment-là. D'accord. Mais on n'a jamais utilisé parce que le but c'est quand même qu'on se mette d'accord tous les quatre. D'accord. Ouais, on a un process relativement identique avec mes associés où, en effet, on n'a jamais trop utilisé je dirais pas un bouton rouge, c'est un peu différent de notre organisation, mais en l'occurrence, voilà, on finit toujours par trouver un accord. Ouais. Voilà. On sait s'engueuler aussi. C'est hyper important de s'engueuler.
Ouais. Mais faut le faire tôt et vite, faut pas attendre trop. Hein, il faut pas que ça pète parce qu'on a trop d'animosité, mais par contre, faut pas avoir peur du conflit. Pour moi, le conflit, il est génial parce que soit il te fait grandir parce que ok, t'as remis en question ce que tu pensais et donc du coup t'en ressors grandi. Bah, soit t'as appuyé tes arguments et t'es arrivé à la vision que tu voulais. Donc engueulez-vous. Tu as lu ce livre tu connais Ray Dalio, Principles? Il me semble pas. Il est vraiment sur un management justement sur ce qu'il appelle le thoughtful disagreement. J'en ai parlé 2 ou 3 fois sur ce podcast, mais c'est assez fantastique. C'est dire en gros le disagreement, donc le désaccord, c'est quelque chose de très vertueux et de fantastique. Ouais. C'est-à-dire que si t'as une boîte où tout le monde est d'accord tout le temps, tu vas pas aller en fait voilà, donc il faut surtout avoir des gens, mais en revanche c'est un désaccord thoughtful, donc qui doit être motivé, sain, argumenté. Quelqu'un qui est pas d'accord par principe, c'est juste insupportable. Il croise les doigts et qui dit non mais c'est bon, bah non, on peut discuter. C'est ça. Non, oui, il faut que ça soit argumenté, il faut que ça soit bien amené, il faut que ça soit sain, où on s'écoute les uns les autres aussi. Mais oui, il faut qu'on soit pas d'accord parce que c'est comme ça moi, je suis très contente de discuter avec des gens qui n'ont pas la même vision que moi parce que ça me permet tout le temps de me remettre en question et donc du coup de grandir. Principles de Ray Dalio, tu me diras. Je regarderai, ouais. D'accord. C'est quoi ta pire nuit blanche depuis le début de l'Uni? Tu me poses une colle. J'ai pas l'impression que j'ai eu des nuits blanches horribles parce que chez moi le stress il est hyper moteur. Donc je suis tout le temps en fait quand on est en période de stress, pour moi c'est mais vous inquiétez pas, on va y arriver et puis met en place un plan d'action et puis plan A, plan B, enfin donc j'ai pas d'idée particulière en tête. Je sais qu'on avait fait une nuit blanche avec mon associé Eric quand on avait postulé justement à la première année quand on avait fait ses premiers prototypes fonctionnels. On avait été financé par la région Île-de-France pour une subvention qui s'appelle Proto. Et donc du coup, on avait fait une nuit blanche pour faire ce fameux dossier parce qu'en fait, on s'était inscrit au dernier moment parce qu'on le connaissait pas et qu'il était trop tard et on avait rédigé tout le dossier. Ça existe toujours, tu sais ça? Ça existe toujours, ouais. C'est bien, faut en parler, c'est bien que la région... Oui. C'est très bien. Je veux dire, souvent, on a un peu l'impression que tout ça, c'est balancé, de l'argent balancé par les fenêtres. Quand ça donne des projets comme celui-là, qui a 43 employés et que vous faites des 12 millions de chiffres d'affaires, c'est quand même vraiment cool. Ça nous a vraiment aidé à démarrer. Ouais. C'est très bien. Donc j'ai pas de pire nuit blanche. Pour moi, c'est des bons souvenirs. Et tu vois, ma prochaine question était sur ton échec préféré, mais j'ai l'impression que en fait la vie de Maëlle n'est que des succès qui s'enfilent les uns après les autres. Non, mais les échecs, c'est très bien d'avoir des échecs. Encore une fois, parce que ça te permet de te relever. T'en as eu. Oui, bien sûr qu'il y en a eu. Notamment, là, je suis partie m'installer aux États-Unis au mois de mai 2018 pendant 5 mois pour monter l'équipe américaine. Ouais. Et en fait, ça a été 5 mois où j'étais pas été très heureuse parce que j'étais loin de l'équipe française. C'était où? À New York? À New York. Ouais. Que c'était dur parce que de mettre en place tout ça, l'administratif c'est lent et donc du coup t'as pas les résultats que tu veux. En plus de ça, moi j'avais un rythme où je sais pas pourquoi j'étais restée sur le rythme français, donc je me levais à 3-4 heures du mat et j'étais sur mes mails parce que il était hors de question que je me lève à 7 heures et de voir une pile de mails. Donc et tout ça a fait que j'ai fini l'été en burn-out. Alors par chance pour moi ça a pas duré très longtemps. Je crois que j'ai eu 3 semaines ou vraiment 3-4 semaines. Genre le vrai burn-out. Je sais pas ce que c'est le vrai burn-out. Je pense que chacun vit le burn-out de manière différente. Par contre, oui, pendant 1 mois, j'étais incapable de travailler plus de 3 heures par jour. J'étais malheureuse au possible. J'étais cramée. Et en fait, ça a été, quand je suis rentrée en France, ça a été un peu difficile de me remettre dans le climat, de me remettre dans le bain. Et je voyais mon aventure américaine comme un échec. Jusqu'à ce que je me dise, non, en fait, l'apprentissage, il est là. Et c'est passé de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu en retires et ne reste pas dans cette vision négative de ce qui s'est passé. Donc oui. Et donc, t'as pris une sévère claque. Ouais, ça a été une claque. Et il faut en parler. Il faut en parler parce que, oui, quand je parle comme ça, on a l'impression que tout est beau, mais non, il y a des moments qui sont durs. Il y a des moments qui sont très durs. Comment il arrive, tu te souviens, tu vois à peu près l'enchaînement, c'est-à-dire que t'arrives là-bas, t'es hyper excité, t'es à New York, c'est fantastique, c'est trop beau. Oui, j'étais très excitée au début. Ouais. Je saurais pas trop comment ça arrive. Je pense que mon corps a totalement lâché au bout d'un moment et voilà.
tu bossais trop, tu sortais pas, Je voyais pas grand monde, j'avais pas beaucoup de vie sociale, c'était pas très sain comme rythme et j'arrivais pas à me créer une vie sur place. J'arrivais pas à créer des amitiés, j'arrivais pas à avoir un rythme où je me crée un quotidien en fait. Et du coup ça, je pense que ça fait péter les plombs quoi. Et t'as pété les plombs là-bas, t'es resté là-bas ces 3 semaines où t'étais cramé ou t'es rentré? J'ai mon associé Igor qui est venu me voir pendant une semaine mais il était pas venu me voir pour me voir moi, il était là pour voir la partie business. Et en fait il a vu que j'étais cramée et il a fait hop, tu rentres avec moi. D'accord. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Et je le remercie parce que j'avais besoin de rentrer. Ouais, j'avais besoin de rentrer. Et elle est devenue quoi, cette équipe américaine, cette aventure? Ça a été, il y a eu beaucoup de rebondissements. Donc à l'époque, c'était une équipe de 5. Et en fait, on a eu plein de rebondissements. Je vais la faire très courte, mais on a eu notamment 2 des personnes avec qui on travaillait et qui ça se passait très bien, qui ont eu un refus de visa, parce qu'en ce moment Trump, il serre la vis de partout. Et en fait, on s'est retrouvés au mois de juillet de cette année avec plus qu'une personne sur place. Donc on s'est dit, forcément là tu te poses la question, on continue les US ou pas? Sauf que du côté des ventes et du côté de la communauté, ça se passe très bien et les indices sont aussi bons qu'au début en France. Donc en fait c'est juste et on a 2 mentors sur place et qui nous ont dit mais c'est normal en fait que vous pétiez la gueule et que les équipes que ça tourne etc. Ça fait partie de l'implantation d'une boîte qui est pas américaine aux États-Unis. Donc accrochez-vous parce qu'au bout d'un moment ça va le faire. Et là on est en train de reconstituer une équipe forte et je pense que ça va bien se passer. On n'a pas des objectifs encore très grands cette année, mais le but c'est d'avoir une équipe bien constituée au mois de mars de l'année prochaine pour avoir une belle année 2020. T'as des sortes de conseillers là-dessus ou de gens qui mentorent un peu sur justement la relation américaine et tout ça? Oui, on a 2 mentors là-bas que j'ai rencontrés, je sais plus par réseau, avec qui j'ai eu un énorme, tu sais, c'est ces personnes, t'as l'impression que tu les connais depuis 10 ans, qui ont exactement la même vision de vie que toi, du point de vue humain, du point de vue de gestion, tout s'est aligné et moi je me suis dit ok, ces 2 personnes-là je les veux comme mentors. Il s'avère, je ne le savais pas, donc je les ai rencontrés séparément. Ils sont meilleurs potes. Il y en a un qui est même le parrain des enfants de l'autre. Donc vraiment meilleurs potes. Non mais on les connaît ou c'est des entrepreneurs connus ou des? Il y en a un, il s'appelle Cyril, il a monté le Palais d'été aux États-Unis et l'autre Laurie, elle a monté aussi une boîte à succès qu'elle vient de revendre aux États-Unis. Voilà, et ils sont fabuleux. D'une humaine, enfin vraiment le contact facile, une belle vision. Ils sont très humains et en même temps ils sont très rationnels dans un plan d'action à mettre en place, etc. Donc je suis très contente de les avoir avec nous dans l'aventure. Je t'aurais recommandé sinon d'écouter, peut-être contacter Rachel Delacour que j'ai eu sur ce podcast, qui a monté BIM, qu'elle a revendu alors c'est plus dans de la tech, mais vraiment une approche assez fantastique elle de mémoire, je sais plus si c'était à Saint-Louis ou Kansas City, je dirais Kansas City. Elle a monté une équipe, mais vraiment dans le Midwest, quoi, au milieu des États-Unis. Ce qui a des avantages parce que t'es en termes de créneau, t'es au milieu, en termes de créneau horaire, t'es pas si loin. Mais bravo quand même. Et ouais, mais elle a cartonné là-dessus, et c'est très bien. Après, il y a eu Catherine Barba aussi, que tu connais peut-être, qui est à New York désormais. Enfin bref. Top. Et tu m'as dit pas mal de livres, j'ai l'impression. Je voulais te poser la question sur tes learning, comment tu progresses encore aujourd'hui? J'ai l'impression que tu fais quand même très attention à ça. Oui. C'est principalement par la lecture. Alors effectivement, je suis quelqu'un qui déteste faire du surplace, donc il faut que j'évolue sans arrêt. Et il faut que je me vois évoluer. En ce moment, c'est la lecture, effectivement, mais en fait, ça dépend des périodes. Parfois, ça va être par les personnes que je vais rencontrer, ça peut être par des choses que je vais voir dans la rue, enfin, ou des expos. Je suis quelqu'un de très très curieux et je me nourris de absolument tout. Donc, j'ai pas de domaine particulier. En ce moment, effectivement, c'est la lecture, mais demain, ça pourrait être autre chose. Il y a pas si longtemps, c'était la musique, tu vois. Donc, j'aime tout. Comment tu progresses avec de la musique? Et ça fait marcher l'imaginaire de taré. Tu te poses dans l'herbe sous le soleil, tu mets un truc, ou tu marches dans la rue et bim, ton esprit il part à 1000 à l'heure, quoi. Moi, en tout cas, c'est ça qui marche. Ok. J'ai l'impression que tu réfléchis et tu te poses beaucoup. Tu sais vraiment prendre du recul. Et à la fois, t'es quand même dans un univers dans lequel il y a une vitesse d'exécution qui est importante. Enfin, tu dois être quand même à fond dans l'action. C'est quoi ta perception de tout ça, tes recettes, parce que j'ai l'impression que souvent,
dans les gens que je connais, que je pourrais catégoriser de loin, un peu marqués, un peu comme toi, tu vois, ils sont souvent trop dans la réflexion et derrière t'as envie de dire bon ok c'est bien mais juste tu vois vas-y do it quoi et à l'inverse ceux qui sont trop dans l'action peut-être que souvent prennent pas assez de recul et de réflexion, de créativité aussi. C'est difficile quand t'es à fond dans tout ça de prendre, moi j'ai du mal à prendre du recul et à prendre le temps de prendre du recul. C'est hyper difficile et en fait ça fait peu de temps là où je me suis vraiment pas à 100%, mais je me suis bien retirée de l'opérationnel et donc du coup de cette course effrénée pour justement prendre du recul, réfléchir aux futurs projets, avoir une roadmap précise. Donc à la fois t'es dans la réflexion, mais t'as quand même du concret parce qu'à la fin tu dois pondre des plans d'action quand même précis pour que tes équipes elles comprennent où t'as envie d'aller et pourquoi. Et je remercie encore une fois mes associés qui eux sont vraiment dans le dur de cet opérationnel et qui sont dans cette course effrénée. Donc moi j'en suis pas totalement déconnectée parce que je suis au bureau, parce que je vois j'ai encore des choses à manager, parce que j'ai encore des choses à gérer, des crises, etc. Mais aujourd'hui effectivement je me suis retirée un petit peu pour prendre du recul et mêler les deux. Franchement, ton cerveau, des fois, il comprend pas. Donc, je suis en train de prendre mes marques, tu vois, là-dessus. Et même tes associés ou les gens, parce que t'as aussi un peu Maëlle qui débarque comme une fleur avec son plan d'action. Tiens, on va faire ça. Et t'es gentil, mais tu vois, non. Oui, il faut être très pédagogue. Il faut expliquer. Il faut bien sûr. Il faut pas se ramener comme une illuminée en mode, les gars, j'ai ce projet, on fait comme ça. Oui, mais attends, on a déjà ça à faire. Non, il faut discuter, il faut expliquer pourquoi. Mais faut quand même ramener une vision parce que c'est ce qu'on attend de moi aussi. C'est marrant parce que c'est un peu tu vois, sur cet échange, mais je dirais de la perception que je peux avoir en te connaissant depuis 1h33, que c'est un peu tout le paradigme, même la dualité dans laquelle tu vis entre cette boxe physique très concrète et ces histoires qui sont beaucoup plus abstraites. C'est une belle analogie. Qui est, ouais, mais c'est assez. Mais on le voit vite sur cette boîte. Enfin, le côté finalement c'était qu'une boîte. Enfin, c'était une fabrique à histoire. Et en fait c'est l'univers qui est. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et du coup c'est ça. Ouais, ça tu vois la force que ça dégage. Hein. Oui, je pense que le duo des deux fait que c'est aussi puissant. Oui, le contenu et l'univers est très fort, mais le fait d'avoir les deux mélangés, t'as un truc qui se crée très émotionnel et c'est une belle recette. Je pense que en fait elle est intéressante ton analogie. Je pense qu'elle serait comparable à plein de choses dans la vie. C'est pas une chose ou une autre, c'est peut-être le mélange de deux choses qui font que d'un coup il y a un peu de magie qui se crée. Oui, mais souvent on catégorise énormément les gens dans tu vois, soit le faire, soit le réfléchir, soit l'objet, soit la créativité, soit tu vois, enfin tu vas te dire j'ai pu avoir ce débat ici ou ailleurs d'ailleurs, mais sur l'artiste et l'entrepreneur et la créativité, enfin. Et ça c'est un vrai sujet. J'en parlais, c'est marrant, hier à quelques amis. La créativité, ce n'est pas pour les artistes ou pour les peintres, pour les musiciens, pour les designers. La créativité, c'est tout le monde dans ta vie. Il faut tu vas être obligé d'être créatif pour te sortir d'une situation ou pour arriver là où tu veux arriver. Et ça n'a rien à voir avec le fait de prendre un pinceau et de faire un joli tableau. Donc moi, j'encourage les gens à stimuler leur créativité et leur imagination parce que ça va être une arme pour eux dans toute leur vie. C'est hyper important et c'est donné à tout le monde, c'est tout le monde là, tout le monde peut être créatif à certains. Il y en a beaucoup qui ont décidé qu'ils ne l'étaient pas. Exactement. Mais parce qu'on les a bridés quand ils étaient jeunes. Mais c'est vrai que et après en revanche tu vois en ce qui me concerne, je pense que je le suis moins parce que je m'octroie moins le temps de l'être. C'est-à-dire que je suis tellement dans l'exécution que en fait mes journées défilent, tu vois, je vais enregistrer 2 podcasts aujourd'hui et puis entre les deux je me dis tiens là j'ai 2 heures où je vais pouvoir bosser à fond puis en fait je vais faire que déplier des mails et voilà. En fait il y a pas de moment où je me dis tiens je vais penser à ce qu'on va faire, tu vois, je vais prendre du recul. Et là tu touches à quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que oui il manque aujourd'hui dans le quotidien de tout le monde, notamment nous occidentaux, des moments d'oisiveté. En fait aujourd'hui on fait
il faut notre journée soit remplie, mais de 8h du mat à 21h, et qu'on fasse 1000 choses, et puis en plus après il faut aller prendre un pot avec les potes et puis machin, et t'as pas le temps de juste mais moi je suis le champion, être oisif, quoi. Ouais. Tu vois, rien faire, mais pas rien faire en mode léthargique, comme tu dis, genre avec Netflix tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait avoir ça avec ce côté hypnotique. Non, c'est pas ça l'oisiveté, c'est pas être léthargique, c'est pouvoir se poser au bout d'un moment et juste laisser son esprit un peu vagabonder, mais de manière très saine. Mais moi, tu sais que en fait, j'allais dire je déteste, non, mais ça me fait peur, j'ai une hantise de bien ça. Bien sûr, ça déclenche l'ennui. Ouais. Mais parce que l'ennui, c'est la première étape. Puis l'ennui, après, il va faire son travail. J'en parle avec souvent Camille, qui est notre Head of Content chez Cosa Vostra, qui est très créative et potentiellement assez poétique sur les bords, je dirais, assez une grosse force créative, qui est une super équipe. Je suis très fier de notre équipe de contenu ici. Et elle trouve ça, moi je l'angoisse de temps en temps, je le sens, parce qu'elle sait que, tu vois, si je pars faire du vélo pendant 2 heures, il est hors de question que je mette rien, pas de la musique, c'est même pas envisageable, mais même de plus en plus, si je me dis je mets de la musique, en fait non, je vais mettre des podcasts, parce qu'en fait au bout d'un moment, même la musique, je m'ennuie, et en fait tu me mets dans une salle d'attente aujourd'hui sans smartphone, musique, tu me mets même sur mon scooter sans mon casque Bluetooth avec le téléphone, c'est-à-dire que je vais sur mon scooter, je téléphone tout de suite, quoi. Et ça, parce que ça m'angoisse. Mais oui, en fait. bien sûr. Et ça, c'est un vrai reflet, je pense, de ce qui c'est propre à beaucoup de gens aujourd'hui, parce que c'est un phénomène sociétal. Mais je te donne un exemple. Il y a 2 semaines, j'étais toute seule au week-end à Beaune. Toute seule, en fait. Et le premier jour, le samedi, donc j'étais en train de lire. À Beaune, parce que tu connais des gens à Beaune, ou parce que tu dis non, je vais aller à Beaune, tiens. Ouais. Un peu. T'as vu un train. Ouais, franchement, un peu au pif. Ouais, un peu au pif. Et donc au début je lis, et puis au bout d'un moment je vais un peu me balader, puis au bout d'un moment je m'ennuie. Je dis mais qu'est-ce que je fous là? En plus je suis toute seule, genre vraiment je m'ennuyais. Et là effectivement l'angoisse est arrivée. Et, j'ai passé du coup une journée à la fin un peu à le lendemain. Collé. Non. Le lendemain j'ai été d'une créativité monstrueuse, parce que mon esprit est parti. Après forcément tu commences à réfléchir à d'autres choses, et l'ennui déclenche des choses fabuleuses. Par contre il faut passer la phase d'angoisse, qui est pas forcément très drôle. Mais du coup, par exemple, t'avais laissé ton smartphone? Ouais, j'avais laissé. Non, il était avec moi, mais je le regardais pas. De toute façon, j'étais toute seule, et puis tout le monde était occupé un samedi. Y a pas. Oui, mais je veux dire, le réflexe dans ces moments-là, c'est que tu t'ennuies, donc tu vas faire de la merde sur Instagram, quoi. Je dis faire de la merde, c'est que tu vas. Bien sûr. Non, je me suis forcée là. J'ai désinstallé toutes ces applis pour essayer de regarder ce que ça provoquait chez moi. Donc j'ai eu le samedi pas cool. Par contre, le dimanche, plein d'idées. Donc allez tous à Beaune. Allez tous à Beaune et emmerdez-vous. Voilà. Vous penserez à Maëlle, quelle connasse. Ah non. Et qui est-ce que je joue là? C'est à cause d'elle. Tu t'imagines pas, j'espère que personne nous écoute à Beaune. Non, on adore Beaune et les Beaunois. Donc sûrement qu'on dit ça. Les bonnets, je sais pas. Voilà, bon, c'est moche ce qu'on est en train de dire. Non, à Beaune ou ailleurs. Emmerdez-vous à Paris, dans le parc Exactement. Monceau, si vous voulez, il y a plein d'endroits où on peut s'emmerder. On va vous donner tellement d'endroits où on peut s'emmerder. On va vous faire une liste de lieux, voilà. Ça va bien se passer. Bon, voilà, c'est en train de partir en sucette totale. On va s'arrêter là. Je crois que j'ai à peu près tout demandé, ce que je voulais te demander. Il y avait des choses à ajouter. Ouais, écoute, si tu m'as fait parler de Beaune, je pense qu'on avait vraiment fait le tour. C'est pas sympa. Tu sais que on va se faire, tu te feras défoncer. C'est toi qui allais à Beaune, c'est toi qui. Ah non, mais j'adore Beaune, mais c'était pour sortir cette anecdote, faire qu'on allait très loin. C'est ça que je veux dire. Alors, dis-nous du bien de Beaune. Qu'est-ce que t'as vu de beau? Ah si, je suis allée dans un petit parc, c'était fabuleux, avec un petit lac, j'adore. Je me suis régalée à Beaune. D'accord. Vraiment. Ok. Écoute, j'ai essayé de trouver en parallèle l'habitant de Beaune au passage, mais j'ai pas réussi à trouver les Beaunois. J'avais raison. Bah voilà. Et voilà, les Beaunois. Les Beaunois. Maëlle. Tiens, allez quand même. Si tu 2 questions. Si tu avais l'occasion de, j'en ai des petites larmes sur les bords des yeux. Si tu avais l'occasion de repasser derrière Maëlle au moment où toutes ces idées arrivent en dernière année de strat, et que tu pouvais te glisser quelque chose à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? Je dirais, fais-toi confiance, t'auras encore plein d'autres idées.
D'accord. Tu manquais de confiance? Il y a des moments où, en fait, quand t'as créé un produit qui a eu autant de succès, tu te dis, oh putain, on m'attend au détour pour le prochain, quoi. Imaginons le prochain, j'ai une idée nulle, tu vois. Je le contrôle pas, la créativité non plus, ça se contrôle pas. Et j'avais tellement peur soit d'avoir la page blanche. J'ai eu le syndrome de la page blanche pendant 1 an quand même, où on me regardait un petit peu genre, bon Maëlle, c'est quoi le prochain truc et tout. Et j'avais peur que du moment où j'ai une idée, elle soit pas aussi bonne. Enfin, quand tu fais un produit qui s'est vendu plusieurs centaines de milliers de pièces, pour passer après, franchement, c'est un peu angoissant. Mais c'est ce qui est fantastique dans cette dualité dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est quand même ce qui est dedans. Je reviens là-dessus, mais qui compte. Et c'est ça le plus important. Oui. Et il y a aussi je pense, cette responsabilité, on va dire de slow consommation et où t'es pas sur une course comme tu l'as dit toi-même, mais comme Apple sur la nouvelle fabrique à histoire, etc. Et en fait, tu peux prendre le temps, puisque ce qui compte, c'est le contenu. Ouais. Et donc, moi, j'avais juste peur c'est-à-dire du moment où j'ai l'idée, qu'elle soit pas bonne. Mais ça y est, j'ai regagné de la confiance en moi. Mais en même temps, c'est cool, on parlait de personnalité. J'ai une personnalité créative, et dans la personnalité créative, forcément, t'as des moments où ta confiance en toi, elle est moins bonne. Et c'est pas grave. Il faut juste savoir l'affronter, quoi. Faut être aligné, quoi. Ouais. Et voilà, t'as perdu la confiance en toi à New York, mais tu l'as regagné à Bonn. Ouais, exactement. Exactement. Super image, j'adore. Très bien. Et l'autre question, si t'avais quelqu'un à inviter sur mon podcast, qui est-ce que j'inviterais, moi? Je te l'ai dit, Étienne Klein. Ok. Que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien te retrouver, Laurent, je me souviens plus de son nom de famille, je crois que c'est Laurent quelque chose, qui fait ce podcast sur la personnalité que je trouve fabuleux. Ok. Voilà. On va le trouver. Et Idriss, t'as dit que tu l'avais déjà reçu, non? Non, Idriss Aberkan, on a échangé sur LinkedIn et on va rééchanger pour faire quelque chose. Lui, je l'aime beaucoup aussi. D'accord. Chouette. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour. Je te remercie, Maëlle. Je te remercie. Si, non, il manque un truc. Dis-moi. Tu peux faire un code promo pour mes auditeurs? Alors, c'est pas moi qui m'en occupe. Par contre, je peux demander à mes équipes et du coup, Très bien. Je te le dirai. DOIT, D-O-I-T. D'accord? On l'enregistre comme ça, on le mettra en lien si c'est possible. Et ça comme roule. Ça, voilà, ça 5%, 10%, 10 euros, les frais de port, peu importe, des histoires offertes, voilà. Enfin, je me le note. Ok. Très bien. Bon, voilà. Maëlle Chassard, l'Uni, la boîte à histoire. Jetez-vous dessus. C'est aussi un beau cadeau à faire. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, c'est vraiment un super cadeau à faire. Je le dis, je le pense, c'est pas de la promo. Voilà. Il se trouve que cette jeune femme que j'ai vue hier à la soirée October, je lui dis toi, quand elle me dit la boîte à histoire c'est génial, je dis toi t'as des enfants, donc elle m'a regardé, mais non. Je dis pourquoi tu connais la boîte à histoire, hein, tu vois? Elle me dit parce que j'ai des neveux et nièces. Je dis ouais, c'est ok. Et elle leur a offert à tous et ils sont tous ravis et ça c'est un marqueur aussi, je pense. Donc et je pense que ce sera je pense que ce sera un marqueur, et je te le souhaite, mais d'une génération, tu vois, comme ces trucs Play School ou je sais plus ce qu'on avait quand on était petit, le petit garage que j'ai offert à mon fils. La Sophie, la girafe. Sophie la girafe. Voilà, si t'arrives au niveau de la Sophie la girafe, je pense que là, ça serait super. Tes générations à venir sont à l'aise. Non, oui, j'espère aussi. Ouais. Ok. Bon, super. Écoute, à bientôt. À bientôt, je te remercie. Merci à tous de rester fidèles à Génération Do It Yourself. Vous voyez, je fais un effort, je fais venir des petites meufs. Des petites meufs. Oh, redis pas ça une troisième fois. C'était des jeunes femmes, des femmes entrepreneurs à grand succès qui en plus je pense nous montre une voie très différente aussi de ce qu'on peut avoir. Entreprenez les meufs. Ouais, entreprenez les meufs. Surtout entreprenez, parce qu'en fait, en l'occurrence, je pense que tu vois, nous de temps en temps, j'arrive pas à le finir cet épisode. De temps en temps, on jette des bouteilles à la mer en disant qu'on a des projets et que on cherche des entrepreneurs pour les prendre. Je n'ai que des hommes qui viennent candidater, mais 100%. C'est un vrai sujet. Hein. Et c'est pas, tu vois, c'est pas un choix pour nous, c'est que j'ai que des hommes. Donc à la fin tu choisis des hommes, quoi. Mais non, bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis entreprenez les meufs, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Voilà, merci. Abonnez-vous à Génération Do It Yourself. Il y a des gens qui écoutent le podcast qui n'ont pas le réflexe de s'abonner, donc il suffit d'aller sur la plateforme de podcast Apple, Google, Spotify, etc. et de cliquer sur s'abonner, comme ça vous serez notifié des prochains épisodes. Notez 5 étoiles sur Apple, c'est important.
Laissez des messages sympas aussi et des bons commentaires. Évitez les insultes. De toute façon, si vous êtes encore là, c'est pareil. Au bout d'1h46, c'est qu'a priori, vous allez pas trop nous insulter. Peut-être moi, mais bon, voilà. Je commence à avoir l'habitude de me faire marcher dessus. Donc, merci pour tout, pour vos bons mots, vos messages tous les jours nombreux qui me touchent énormément. J'essaye de répondre à tout et quand je le fais pas, je les lis tous. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Génération Do It Yourself avec mon micro qui déconne et ce câble que je vais jeter de ce pas. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.